Bonjour à toutes et tous. Excusez-nous pour ce retard, on a des petits problèmes techniques. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Olivier Portier, je coordonne l'Observatoire des impacts territoriaux de la crise. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet très spécifique. Nous allons traiter de la question des impacts de la crise du Covid sur les territoires transfrontaliers. Donc, je vais vous présenter quelques éléments et tout d'abord, je vais vous présenter nos invités. Alors, nos invités ont eu une petite difficulté. Nous avons donc normalement autour de la table Aurélien Biscot, mais qui est en retard car il est retenu prisonnier, si je puis dire, dans un train qui a du retard. Mais heureusement, son collègue Jean Rubio le supplée à la dernière minute. Et donc, Aurélien et Jean appartiennent à la mission opérationnelle transfrontalière. Donc, bonjour Jean et merci de nous rejoindre comme ça au dernier moment. Mais Aurélien nous retrouvera tout à l'heure lorsque son train arrivera. Michael Volo de l'Agence d'urbanisme et de développement durable Lorraine Nord, dit la GAP. Bonjour Michael, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Et puis alors normalement Enrico Bolzani doit nous rejoindre, mais il a un problème de connexion, ce qui explique notre retard. C'est un peu le webinaire de la malédiction ce matin. Donc Enrico est attaché aux questions transfrontalières européennes à la République et canton de Genève. Donc c'était très intéressant, j'espère qu'il va réussir à se connecter car il pouvait nous donner une vision un petit peu entre guillemets extérieure à celle que l'on propose habituellement, avec un regard suisse sur les impacts de cette crise, et il avait prévu de nous faire un petit zoom donc sur le territoire qui est le sien, le canton de Genève, et nous présenter quelques éléments. Et avec moi pour préparer et animer ce webinaire, donc sont présents Simon Billot qui a largement contribué à la préparation des éléments d'analyse que nous avons produits, et Laura Poyet qui anime le webinaire, qui fait partie de l'OITC et aussi de la société ICO. Juste avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, quelques règles du jeu. En plus, on n'est pas très nombreux aujourd'hui, on est une vingtaine, il y avait une quarantaine d'inscrits, peut-être que cela va monter. L'idée, en fait, c'est que le webinaire, en fait, va se dérouler en 2 temps, c'est la règle générale pour nos webinaires thématiques. Lors de ce premier temps, je vais présenter des éléments d'analyse, ce que nous avons produit à l'Observatoire pour mettre en lumière donc, les effets de la crise dans les territoires frontaliers. Normalement, Enrico devait donc présenter quelques éléments lui aussi en complément de ce que je vais apporter. Et puis, vous pourrez poser des questions, soit par le chat, soit en prenant la parole. N'hésitez pas. Nous ne sommes pas nombreux, donc ça n'est pas inhibant. Réagissez, essayez de nous proposer éventuellement vos réactions par rapport à ce que l'on a produit. Et surtout, n'hésitez pas à faire des suggestions sur ce qui pourrait être produit en complément de ce que nous avons fait si vous estimez qu'il y a des manques ou des pistes insuffisamment explorées. Et puis après, nous aurons un deuxième temps plus interactif et une sorte de mise en débat donc avec ce qui devait être nos 3 experts, peut-être 4 si Aurélien et Enrico nous rejoignent. On articulera ce temps d'échange autour de 3 grands questionnements principaux qui ressortent en fait des éléments que nous avons produits et nous leur laisserons la parole pour qu'ils nous donnent leur point de vue sur ces différents sujets. Et vous aussi, n'hésitez pas pendant ce débat, soit prendre la parole directement, soit à poser des questions par le chat. Donc, on devrait en avoir jusqu'à 11h30, peut-être plus, si vous avez beaucoup de questions à nous poser. Donc, sur les éléments d'analyse que nous avons produits à l'Observatoire, quelques éléments introductifs. En fait, pourquoi on s'est dit qu'il nous semblait très important de procéder à une analyse approfondie, en fait, des impacts de la crise dans ces territoires tout à fait spécifiques que sont les territoires transfrontaliers. En fait, tout cela est parti de travaux antérieurs que nous avons réalisés de manière assez générale sur les effets de la crise dans les territoires. Et notamment, j'ai ressorti 2 cartes principales, celle qui porte à gauche ici sur les impacts économiques de la crise durant l'année 2020, qui constitue l'année vraiment très violente du point de vue économique et social, sachant que l'année 2021 correspond plus à une année de reprise et de relance. Mais on se polarisera aujourd'hui beaucoup plus sur la seule année 2020, pour des raisons notamment aussi de disponibilité des données. Donc, on a cette carte qui est produite ici à l'échelle de la zone d'emploi. Donc, on a 305 zones d'emploi en France et vous avez l'évolution de l'emploi salarié privé entre le dernier trimestre 2019 et le dernier trimestre 2020. On a majoritairement du rouge, parfois du rouge très foncé, qui signifie que les baisses ont été très intenses, particulièrement dans les territoires touristiques des Alpes, mais aussi ce qui nous avait déjà alerté, entre guillemets, c'est qu'on voit que les territoires frontaliers ont été, si ce n'est plus, au moins autant frappés que la plupart des territoires français, où on voit une petite minorité de territoires en bleu ont réussi
à finalement avoir un stock d'emplois salariés privés supérieur en fin d'année 2020 à ce qu'ils avaient fin 2019. Donc une crise qui a globalement impacté presque tous les territoires français, de manière parfois extrêmement intense, comme on peut le voir dans les territoires touristiques. Donc en termes d'emploi. Mais là aussi encore plus flagrant, sur les effets de cette crise sur les territoires transfrontaliers, c'est au regard de cette carte qui porte sur l'évolution des demandeurs d'emploi, alors dit ici de catégorie ABC, c'est-à-dire qui comprend à la fois des demandeurs d'emploi qui n'ont pas du tout travaillé dans le mois et d'autres qui ont un peu travaillé. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc ceux qui ont un peu travaillé, ce sont les catégories B et C. On peut qualifier trivialement en fait de travailleurs précaires qui multiplient les contrats et qui du coup entre les différents contrats se réinscrivent au chômage sous la catégorie B et C. Et donc là, on voit qu'effectivement nos territoires frontaliers, qui se situent donc évidemment par définition le long des frontières, ont été assez nettement surimpactés. On voit le Genevois français ici, un trait en rouge avec une très rapide progression des demandeurs d'emploi. Les zones d'emploi frontalières de la région Bourgogne-Franche-Comté. On voit même que certaines zones d'emploi de l'Alsace ont elles aussi été assez lourdement frappées. À la frontière avec le Luxembourg aussi, cette zone d'emploi a été lourdement frappée. Les zones d'emploi frontalières avec la Belgique ont été frappées, mais de manière peut-être un peu moins intense. Donc, voyons cette carte et sachant que plutôt avant crise, les territoires frontaliers étaient plutôt dynamiques, particulièrement le Genevois français, qui constituait un bel exemple de territoire marqué par une bonne dynamique de développement. Nous nous sommes dit qu'il était important et intéressant d'essayer de comprendre pourquoi ce type de territoire tout à fait particulier avait été lourdement impacté par la crise. Essayer de valider en fait cette première impression que nous avions eue à l'échelle des zones d'emploi. Et donc du coup, pour démarrer nos travaux, nous avons réfléchi notamment avec Simon Billot à la façon dont nous allons essayer d'apprécier tout d'abord ce qu'était un territoire transfrontalier. Donc là, un petit élément introductif supplémentaire. Nous avons déjà cherché à privilégier une approche à l'échelle intercommunale. Alors, malheureusement, c'est aussi la limite de notre travail. Vous verrez que nous sommes ici cantonnés à une approche strictement franco-française. Nous n'avions pas les moyens ni le temps à ce stade, ça peut faire éventuellement l'objet de travaux ultérieurs, essayer de voir aussi ce qui se passait en comparaison dans les territoires situés de l'autre côté de la frontière. Mais là, c'est un travail très fastidieux, où il faut s'appuyer sur les différents systèmes statistiques européens. Donc du coup, voilà, la limite de notre exercice, c'est que notre regard porte uniquement sur les territoires français. Donc, nous avons privilégié l'entrée à l'échelle intercommunale. Et pour essayer de déterminer si les territoires étaient transfrontaliers ou non, nous avons retenu un angle d'attaque, une définition. Nous n'avons pas la prétention de penser que c'est la seule et l'unique. Ça nous semblait intéressant. Nous sommes partis en fait de travaux ultérieurs que nous menons sur les logiques de circulation de revenus entre territoires. Et dans ces revenus qui circulent entre les territoires, évidemment, on a ce qu'on appelle les revenus pendulaires, qui sont liés au fait que vous allez vivre quelque part mais travailler ailleurs. Et à l'intérieur de ces revenus pendulaires, nous avons évidemment les revenus transfrontaliers. Et donc, sur cette carte, vous avez représenté, en fait, et notamment dans les territoires qui ressortent ici, le long des frontières, vous avez, en fait, la part des revenus transfrontaliers dans les revenus qui sont captés par les intercommunalités. Et nous avons retenu, de manière là aussi conventionnelle, comme territoire transfrontalier, les territoires qui dépendent à plus de 2% du point de vue de leurs revenus captés des revenus transfrontaliers. Donc, par exemple, dans ce territoire-ci, les revenus transfrontaliers représentent plus de 1/3 des revenus captés. Donc, ces données-là, ces informations-là nous donnent des éléments de connaissance sur, d'une certaine manière, le degré de dépendance des territoires du point de vue des revenus transfrontaliers. Donc, on est ici dans une approche qu'on peut qualifier de macroéconomique locale. Cette approche, en fait, repose sur un cadre conceptuel qui est synthétisé ici sous la forme de ce graphique et qui a été construit notamment par Laurent Davzy, un économiste qui s'est appuyé sur une vieille théorie économique qui s'appelle la théorie de la base et qui part en fait d'un principe assez simple mais fondamental, c'est que les territoires se développent non pas uniquement en fonction de leur capacité à produire de la richesse mesurée par le PIB, mais surtout en fonction de leur capacité à capter du revenu. Et dans ce processus, évidemment, comme vous le voyez sur la carte, parfois les revenus transfrontaliers peuvent peser d'un poids tout à fait significatif. À maxima, je ne sais plus quel territoire, voit sa part de revenus captés dépendre à plus de 52% des revenus transfrontaliers. Donc du coup, voici notre échantillon en fait d'intercommunalités transfrontalières. On en a 97. On voit par exemple que dans notre approche, la métropole de Strasbourg n'apparaît pas comme un territoire transfrontalier car le poids de ces revenus transfrontaliers est inférieur à 2% de ces revenus captés. Donc voilà l'échantillon de territoire sur lequel nous avons travaillé.
Premier axe d'analyse, essayer d'évaluer si oui ou non, donc nos territoires transfrontaliers ont été impactés ou pas par la crise, ce qui nous semblait être le cas au vu des premières cartes produites à l'échelle des zones d'emploi. Pour essayer de travailler sur sur impact, nous avons 3 angles d'attaque: l'évolution de l'emploi, l'évolution du chômage et l'évolution de la pauvreté à partir des allocataires du RSA entre 2019 et 2020. Donc ici, vous avez une première carte qui porte sur l'évolution de l'emploi salarié privé entre 2019 et 2020. Donc cette année terrible que nous avons traversée et qui s'est traduite au niveau national par une baisse des effectifs salariés privés quasiment sans précédent, même au regard de l'année 2008, et qui s'est traduite dans à peu près tous les territoires français, en tout cas dans une grande majorité d'entre eux, par une baisse de l'emploi salarié privé entre donc fin 2019 et fin 2020. Et donc vous avez représenté ici en surgras donc nos territoires transfrontaliers, dont on peut voir que la majorité d'entre eux sont en jaune, c'est-à-dire ont effectivement été marqués par une diminution de l'emploi salarié privé, comprise entre 0 et moins 3,2%, et puis pour certains d'entre eux, les baisses ont effectivement été plus ou moins intenses. Ces baisses intenses, on les retrouve à peu près, on va dire, dans toutes les grandes catégories de territoires frontaliers, c'est-à-dire ceux à la fois tournés vers la Suisse, vers l'Allemagne, vers le Luxembourg et vers la Belgique. On peut voir quelques taches en bleu, notamment en région Bourgogne-Franche-Comté, où là, cela signifie que les territoires ont été plutôt préservés, ont montré une forte capacité de résilience et ont été plutôt finalement peu exposés, ont même réussi à créer de l'emploi pendant cette année extrêmement difficile sur le plan économique. Donc nous avons privilégié ici une approche cartographique au niveau national avec une mise en exergue des territoires transfrontaliers pour qu'on puisse aussi identifier si, semble-t-il, au regard des autres territoires français, ils ont été plus ou moins impactés. Et ici, vous avez un tableau qui synthétise un petit peu ces éléments d'information. Vous avez en première colonne ici l'évolution de l'emploi salarié privé entre 2015 et 2019, qui constitue une période extrêmement faste de reprise macroéconomique généralisée et à l'échelle de laquelle à peu près tous les territoires français ont enregistré une bonne dynamique de l'emploi salarié privé. Vous avez ici d'ailleurs une carte qui représente l'évolution de l'emploi à l'échelle des intercommunalités durant cette période. On voit que malgré ça, quand même, vous voyez, on a pas mal de taches rouges parmi les territoires transfrontaliers, qui signifiait que même durant cette période, notamment dans la périphérie du Luxembourg, les territoires frontaliers avaient, pour certains d'entre eux, été impactés par une baisse de l'emploi salarié privé, donc étaient inscrits dans des trajectoires économiques, malgré tout, assez défavorables, en dépit d'un contexte tout à fait avantageux. Donc, sur l'ensemble de cette période 2015-2019, vous pouvez comparer ici les territoires non transfrontaliers, qui ont enregistré une croissance très rapide de 6,6% de l'emploi, et ici l'ensemble de nos territoires transfrontaliers qui ont enregistré une hausse, mais nettement plus modérée que celle observée à l'échelle des autres territoires. Et durant la crise, qu'observe-t-on? C'est que pour les territoires non transfrontaliers, la baisse a été de moins 1,7%, c'est 300 000 à peu près emplois perdus, et elle était seulement légèrement plus intense dans les territoires transfrontaliers, moins 8. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'observer cette dynamique économique des territoires transfrontaliers par catégorie. Nous avons opéré une première classification suivant en fait la part des revenus captés de nature transfrontalière dans le processus de captation de revenus. Vous avez ici, par exemple, les territoires qui sont marqués par une proportion de revenus transfrontaliers captés qui est comprise entre 2,2% et 10%. Donc, on va dire les territoires frontaliers qui dépendent le moins des revenus transfrontaliers. On voit que ce type de territoire qui avait enregistré une rapide augmentation de l'emploi salarié privé entre 2015 et 2019 a subi un choc entre 2019 et 2020 relativement modéré, moins 1,6% de baisse. C'est même une dynamique inférieure à celle observée dans les territoires non transfrontaliers. Donc, a priori, ces territoires-là, cette catégorie de territoires transfrontaliers a subi un choc plutôt modéré au regard de la tendance générale. Et là, ensuite, on monte dans le niveau de dépendance des territoires transfrontaliers aux revenus transfrontaliers. On est ici de 10 à 25% de l'ensemble des revenus captés qui sont des revenus frontaliers. Ici, la baisse est de moins 2,2. Ensuite, pour les territoires qui ont un poids des revenus transfrontaliers compris entre 25 et 40%, la baisse est de moins 2,3. Et elle continue d'augmenter légèrement pour ceux qui sont très dépendants des revenus transfrontaliers, c'est-à-dire dont le poids de leurs revenus transfrontaliers s'élève à plus de 40% des revenus captés. Donc, en fait, on constate une sorte de relation entre la part des revenus transfrontaliers captés dans le processus de captation de revenus et l'intensité du choc économique subi par les territoires.
Mais tout ceci, en fait, ce sont des moyennes par catégorie de territoire transfrontalier. Il ne faut pas se leurrer, même si effectivement, plus les territoires en moyenne semblent dépendants des revenus transfrontaliers, plus le choc semble avoir été fort. En réalité, ces moyennes masquent des disparités assez fortes à l'intérieur de chacune des catégories. Donc, il n'y a pas de relation absolue entre les deux, mais néanmoins, en tendance et en moyenne, on voit que plus on est dépendant, on va dire, de l'autre côté de la frontière, plus les emplois ont eu tendance à diminuer. Ensuite, on a aussi opéré une catégorisation suivant le pays principal de destination des travailleurs transfrontaliers. Et on voit que les territoires transfrontaliers français qui ont été les plus impactés sont ceux qui sont en très forte relation avec la Suisse, qui ont subi une baisse de l'emploi salarié privé de moins 3,2% entre 2019 et 2020, tandis que ceux plutôt en relation avec la Belgique ont été sous-impactés. La baisse n'est que de moins 0,2%. Ceux en relation étroite avec l'Allemagne ont enregistré une baisse significative en moyenne, moins 2,2%, et celle-ci un peu plus modérée pour ceux en relation privilégiée avec le Luxembourg, où vous voyez que la baisse a été de moins 7%. Donc, les territoires les plus frappés, en moyenne, sont ceux qui sont plutôt en relation avec la Suisse et de loin, et ensuite avec l'Allemagne. Ici, vous avez un graphique dit boîte à moustaches qui permet en fait de mettre en perspective effectivement l'hétérogénéité des situations à l'intérieur de nos catégories. Donc ici, on a retenu comme catégorie les territoires frontaliers qui dépendent le plus de la Suisse, ceux qui dépendent le plus de l'Allemagne ici, du Luxembourg et de la Belgique. Et on voit que dans une majorité des cas, les territoires ont subi donc une baisse de l'emploi. C'est ce que nous indique le grand cadre vert. La petite croix ici, c'est la médiane. Ensuite, en bas, vous avez la valeur minimale et en haut, la valeur maximale. Mais ce que l'on voit, en fait, particulièrement pour les territoires frontaliers avec la Suisse, c'est qu'on a une très grande diversité de cas à l'intérieur de cette catégorie. Certains ont pu enregistrer une progression de l'emploi, quand d'autres ont subi des pertes extrêmement négatives. En revanche, la situation apparaît beaucoup plus homogène et plutôt vers le bas, c'est-à-dire plutôt marquée par des dynamiques de baisse de l'emploi pour les territoires qui sont en relation majoritairement avec l'Allemagne. Ensuite, avec le Luxembourg, là aussi, la situation est beaucoup plus homogène. Les disparités entre territoires sont moins fortes, mais en tout cas, ce qu'elle révèle, c'est que tous les territoires en relation avec le Luxembourg ont été marqués par une baisse de l'emploi salarié privé. Et ensuite, pour les territoires marqués par une relation privilégiée avec la Belgique, la situation est là un peu plus hétérogène. Certains ont réussi à enregistrer une augmentation de leurs emplois salariés privés durant la crise, quand les baisses ont pu être significatives, assez intenses, aux alentours de 4,5%, mais moins intenses que celles observées notamment pour les territoires en relation étroite avec la Suisse. Donc, on voit bien qu'entre les catégories, déjà, on a des disparités assez fortes, mais même à l'intérieur de ces catégories, surtout pour les territoires en relation avec la Suisse et en relation avec la Belgique, des disparités internes peuvent être aussi très fortes entre ces territoires. Ensuite, et ça renvoie à une des hypothèses que l'on avait formulées, parce que pour être tout à fait honnête, à l'Observatoire, lorsqu'on a pu observer que les territoires transfrontaliers étaient a priori plutôt surimpactés, notamment sur le plan économique, on s'est dit, mais comment expliquer ce phénomène? Autant de manière assez intuitive, du point de vue du chômage, on y reviendra tout à l'heure, ça nous semblait assez logique, autant en termes d'emploi, on avait un peu du mal à comprendre pourquoi un tel phénomène aurait pu se produire. Donc là, je vous présente quelques cartes, non pas sur l'emploi salarié privé total, mais sur l'évolution de l'emploi salarié privé décomposé en deux grands secteurs, ce que l'INSEE appelle aujourd'hui les emplois de proximité répondant à des besoins de premier ordre. Donc, vous retrouvez par exemple là-dedans les secteurs de la boulangerie, épicerie. Donc, si vous voulez, des secteurs d'activité qui répondent à des besoins de population situés dans une aire de marché extrêmement étroite. Et puis ici à droite, vous avez ce que l'INSEE appelle les emplois de proximité répondant à des besoins de second ordre. Et donc, qui s'adressent à une aire de marché un peu plus large, comme par exemple le théâtre ou le cinéma, où l'aire de chalandise est un peu plus vaste. Parce que l'hypothèse en fait qu'on a formulée, c'est que cette dynamique de baisse d'emploi salarié privé dans les territoires transfrontaliers, souvent un peu plus forte que ce qu'on pouvait observer en tendance, pouvait peut-être s'expliquer par une chute de la consommation plus significative dans ces territoires, parce que le chômage y aurait été plus important dans la mesure où les travailleurs transfrontaliers auraient pu être, entre guillemets, les premières variables d'ajustement des entreprises situées de l'autre côté de la frontière. C'est une hypothèse qu'on vous soumet, qu'on a soumis notamment à nos intervenants, qui ne semble pas du tout avérée, notamment quand on observe ici l'évolution de l'emploi salarié privé dans les secteurs de proximité de premier ordre, on voit qu'on a finalement encore pas mal de bleu. Ce qui suggère que finalement, la consommation, en tout cas dans un certain nombre de territoires transfrontaliers,
n'a pas été surimpacté, ou en tout cas pas autant que ce qu'on aurait pu craindre. Quand on observe en revanche les emplois de second ordre, là, la dynamique semble quand même un peu plus négative. On retrouve beaucoup plus de territoires en jaune. Donc, il est possible que cet effet consommation ait eu un effet, en tout cas dans certains territoires, mais probablement pas un effet aussi fort que ce qu'on aurait pu penser, nous, de prime abord, à l'Observatoire des impacts territoriaux de la crise. Donc ici, pour prolonger le raisonnement, on a essayé donc d'observer les effets de la crise sur le plan économique. Cherchons à observer maintenant les effets de cette crise sur le plan plus social, à travers notamment l'évolution des demandeurs d'emploi, alors qu'on a décomposé ici en 3 catégories, les A, les B et C, et en fait l'ensemble de ces 2 sous-catégories, les ABC. Je le répète, les catégories A sont les demandeurs d'emploi qui n'ont pas travaillé dans le mois et qui sont à la recherche d'un emploi, donc ce qu'on peut qualifier trivialement de chômeur total. C'est en règle générale d'ailleurs cette catégorie-là qui est retenue notamment par le Bureau international du travail pour définir le taux de chômage. Ensuite, les B et C, ce sont en fait le reflet du mouvement de précarisation des conditions d'emploi, puisque là, on a affaire à des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi qui ont un peu travaillé dans le mois, moins de 78 heures pour les B, plus de 78 heures pour les C, mais qui sont tout de même à la recherche d'un emploi. Et donc, ce qui est intéressant d'observer durant la période 2019-2020 toujours, donc la période de crise, de choc, on voit que les A dans les territoires transfrontaliers ont progressé plus rapidement qu'en moyenne dans les territoires non transfrontaliers, vous voyez, 9,6 contre 8,1, que les B et C, donc reflet finalement d'un mouvement de précarisation des conditions d'emploi, ont progressé beaucoup plus rapidement dans les territoires transfrontaliers que dans les territoires non transfrontaliers, et que du coup, au global, l'ensemble de nos 2 sous-catégories, les ABC, ont progressé effectivement à un rythme supérieur, 6,9% d'augmentation dans les territoires frontaliers, contre 5% dans les territoires non transfrontaliers. Nous avons reproduit l'exercice à l'échelle de nos différentes catégories, et ce que l'on voit là encore, si vous voulez, c'est que plus on s'élève dans le degré de dépendance des territoires frontaliers aux revenus transfrontaliers, plus la progression des demandeurs d'emploi, que ce soit les ABC, les BC ou les A, plus leur augmentation a été importante. Alors, il n'y a pas une relation là encore stricte, même si elle est beaucoup plus forte que pour les dynamiques de perte d'emploi. On a une corrélation qui est significative, qui se situe aux alentours de 0,3. Donc là, on a bien une relation finalement entre le niveau de dépendance le niveau de dépendance aux revenus transfrontaliers et la dynamique du chômage à l'échelle des territoires. Donc, sous-entendu, plus on est transfrontalier, plus la probabilité d'avoir enregistré une forte augmentation des demandeurs d'emploi, quelle que soit la catégorie, est importante. Donc là, il y a bien un effet qui se traduit dans les statistiques. Et puis, on a encore reproduit là aussi une segmentation de l'évolution des demandeurs d'emploi par catégorie, suivant le territoire avec lequel, suivant le pays avec lequel les territoires entretiennent une relation privilégiée. Donc, vous voyez là encore que c'est plutôt les territoires transfrontaliers en relation avec la Suisse qui ont les plus été impactés, notamment en termes de dynamique des demandeurs d'emploi de catégorie A. Vous voyez une progression de 16%. Pour les B et C, la progression est beaucoup plus modérée, 2,4%, mais au global, c'est donc une progression de 11,1%, qui est supérieure à celle enregistrée avec les territoires du Luxembourg. Donc là, on a une différence par rapport à l'évolution de l'emploi. Les territoires frontaliers en relation privilégiée avec le Luxembourg ont été nettement surimpactés du point de vue du chômage, beaucoup plus que par rapport à la dynamique de l'emploi. Pour les territoires en relation privilégiée avec l'Allemagne, la progression est très rapide aussi, 6,9, et elle n'est que de seulement 2,5 pour les territoires en relation privilégiée avec la Belgique. Donc, en gros, ce qu'on peut retenir déjà à ce stade, c'est que ce soit du point de vue économique ou du point de vue du chômage, les territoires en relation privilégiée avec la Belgique ont plutôt été en moyenne moins impactés, notamment que ceux en relation avec l'Allemagne et surtout avec la Suisse, tant du point de vue de l'emploi que du point de vue du chômage. Et ensuite, en termes de cartographie, vous avez ici une représentation toujours à l'échelle des intercommunalités transfrontalières de l'évolution des demandeurs d'emploi de catégorie ABC. Donc, lorsqu'on a du jaune ou de l'orange, c'est qu'on a une augmentation qui est plus ou moins intense. Et vous voyez notamment pour les territoires transfrontaliers en lien avec la Suisse, que ce soit ceux de la région Bourgogne-Franche-Comté ou ceux notamment du Grand Arc genevois, on voit que les progressions ont été très intenses, parfois même supérieures à 38%. On a eu des augmentations assez fulgurantes qui restent certes moins élevées
que celles que l'on a pu observer dans les territoires touristiques, que vous pouvez voir par exemple ici dans les Alpes, mais on est sur des progressions en termes de chômage extrêmement fortes et qui là peuvent peut-être étayer quand même pour partie l'hypothèse de les travailleurs transfrontaliers, variables d'ajustement des entreprises situées de l'autre côté de la frontière. On y reviendra et notamment on a une autre hypothèse qui semble plus robuste que celle-ci, dont je vous ferai part un peu plus tard. Et si on compare ici l'évolution à l'échelle des intercommunalités des demandeurs d'emploi de catégorie A ici et l'évolution des demandeurs d'emploi de catégorie B et C, donc je le répète, ce qu'on peut qualifier plutôt de travailleurs précaires, qui multiplient en fait les contrats de travail ou qui peuvent être aussi des intérimaires. Ça nous donne cette géographie où on voit encore pour les B et C ici les territoires frontaliers d'avec la Suisse qui ont été nettement surimpactés, ceux d'Alsace plutôt à la fois pour certains multipolarisés à la fois vers la Suisse et l'Allemagne s'en sont plutôt parfois pas mal sortis. Ceux situés au sud du Luxembourg, on a des situations plutôt hétérogènes et on voit là encore les territoires tournés plutôt vers la Belgique qui s'en sortent un peu mieux avec des impacts qui peuvent être plutôt modérés. Sur les A, on voit que les situations sont plus homogènes avec des tendances de fond qui sont plutôt similaires d'un territoire à l'autre, si ce n'est là encore pour le Grand Arc genevois, comme on l'a vu dans le tableau de synthèse, qui là encore est marqué par une progression des demandeurs d'emploi de catégorie A plus intense que celle observée dans les autres territoires. Ensuite, dernier élément pour conclure sur cette tentative de mesure des impacts de la crise dans les territoires transfrontaliers, l'évolution des allocataires du RSA. On retrouve finalement un peu les mêmes tendances de fond, finalement avec les territoires frontaliers d'avec la Suisse qui ont été plutôt surimpactés, notamment au regard des autres territoires transfrontaliers. Mais on voit que dans l'ensemble, on a à peu près du jaune partout. Seuls quelques territoires transfrontaliers sont en bleu, c'est-à-dire marqués par une baisse des allocataires du RSA. Donc globalement, on voit bien qu'il y a de très fortes disparités internes à cette grande catégorie que constitue le territoire transfrontalier, mais que malgré tout, dans l'ensemble, ils ont plutôt été surimpactés, et que ce surimpact concerne principalement les territoires transfrontaliers d'avec la Suisse et dans une moindre mesure d'avec l'Allemagne, tandis que ceux liés plutôt à la Belgique ont été plutôt un peu moins exposés. Donc du coup, les trois hypothèses que nous avons formulées pour tenter d'expliquer en fait cette dynamique sont les suivantes. Je les ai déjà évoquées. La première, les travailleurs transfrontaliers, première variable d'ajustement pour les entreprises situées de l'autre côté de la frontière. C'est une explication qui semble quand même pas réellement tenir la route, qui reste à débattre. On en a déjà discuté lors de la préparation du webinaire avec nos trois experts, ils reviendront là-dessus. Est-ce le cas par rapport aux entreprises de la Suisse? Enrico, qui j'espère nous a rejoint, était plutôt sceptique quant à la possibilité que des entreprises en Suisse se disent les premières personnes qu'on va licencier, ça va être les Français. Ça lui semblait plutôt incohérent et ne pas représenter une certaine forme de réalité. Donc, cette hypothèse reste à débattre. L'hypothèse 2, la recrudescence du chômage a provoqué une panne accentuée de la consommation et un ralentissement des emplois de proximité. C'est probable dans certains territoires, mais il y a un autre phénomène aussi qui est venu renforcer cette probabilité. Je vais vous présenter une carte à la suite de ce slide. C'est le fait que, par exemple, les travailleurs suisses, les Suisses, qui faisaient beaucoup leurs courses dans les supermarchés français de l'autre côté de la frontière, notamment dans le Jura, enfin en tout cas dans la partie franc-comtoise, pendant les confinements qui ont eu lieu durant l'année 2020, évidemment, ne sont pas venus. Et ça a eu un impact tout à fait significatif en termes de consommation et donc du coup sur le chiffre d'affaires, notamment des supermarchés et des hyper dans ces territoires français, ce qui a pu avoir un effet sur l'emploi, notamment l'emploi de proximité, et du coup générer une surcroissance du chômage. Et une troisième hypothèse qui nous semble peut-être la plus robuste et qui semble se confirmer à partir des données produites sur le Luxembourg, c'est que les travailleurs frontaliers sont surimpactés parce qu'ils travaillent préférentiellement dans des secteurs d'activité qui ont été exposés. Donc du coup, c'est ce qu'on appelle un effet de structure. Et on va le voir pour le Luxembourg, effectivement, beaucoup de travailleurs frontaliers français qui travaillent au Luxembourg sont des intérimaires. Et là, j'ai pas les chiffres, mais je fais l'hypothèse que, comme en France, c'est le secteur de l'intérim qui a été le plus impacté, mais aussi c'est le premier à avoir rebondi.
De ce fait, comme on a beaucoup d'intérimaires chez les frontaliers français qui travaillent au Luxembourg, mécaniquement, ils ont été plus touchés, ce qui peut expliquer la forte recrudescence du chômage dans nos territoires transfrontaliers qui sont liés avec le Luxembourg. Sur la deuxième hypothèse, une carte pourrait illustrer sa véracité, en tout cas dans les territoires en relation privilégiée avec la Suisse. C'est une carte qui nous a été communiquée par la société IRI. La société IRI est une société qui, en fait, est mandatée par les entreprises de la grande distribution pour, entre guillemets, siphonner les caisses de supermarchés pour disposer d'informations très précises sur les dynamiques de chiffre d'affaires dans les territoires et pouvoir ainsi leur proposer des études de marché, des études d'implantation et faire des analyses approfondies sur les dynamiques de la consommation, donc dans la grande distribution. Et vous avez ici, en fait, à l'échelle de périmètres qui sont fabriqués par IRI, ce sont des bassins de consommation. Vous avez l'évolution de ce que pèse chaque bassin dans la consommation, dans la grande distribution au niveau national, durant la période 2019-2021. Lorsqu'on est en rouge, c'est que le poids du bassin dans la dynamique nationale a baissé très fortement. Lorsqu'on est en vert, c'est que le bassin a plutôt pris de l'ampleur et pèse plus qu'avant le démarrage de la crise dans les chiffres d'affaires nationaux observés dans la grande distribution. Et on voit par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour les bassins de consommation situés le long de la frontière suisse, dans la partie franc-comtoise, que leur part dans le chiffre d'affaires national a considérablement diminué et s'explique, ça l'IRI nous l'a expliqué, ils ont mené des enquêtes, effectivement par le fait que les consommateurs suisses sont beaucoup moins venus, évidemment, pendant la crise, et ça a eu un effet direct et immédiat sur la dynamique du chiffre d'affaires et même potentiellement de l'emploi de ces territoires. Donc cette question de la consommation, quand même, apparaît un élément qui peut être déterminant, mais on voit en tout cas dans la grande distribution, sur la partie alsacienne, cet effet, en tout cas, ne semble pas du tout s'être produit, plus que ces bassins de consommation, eux, enregistré une augmentation de leur poids dans la consommation nationale et donc ont plutôt enregistré une bonne dynamique de consommation durant la crise. Et ensuite, sur l'hypothèse 3, qui renvoyait en fait à cet effet de structure, est-ce que finalement un élément explicatif clé pour interpréter la surexposition des territoires frontaliers à la crise ne s'expliqua par le fait que ces frontaliers travaillent préférentiellement dans des secteurs exposés. Et là, en fait, l'AGAP, merci Michael, nous a mis à disposition un certain nombre de données qui sont produites donc par l'Inspection générale de la sécurité sociale du Luxembourg, où vous pouvez voir ici le nombre de frontaliers français qui travaillent au Luxembourg ventilés par secteur d'activité. Et vous pouvez voir dans la dernière colonne ce qu'ils pèsent. Et ce que l'on voit, c'est que de manière privilégiée, les frontaliers français travaillent au Luxembourg, tout d'abord dans le secteur du commerce, qui a quand même été, ça c'est un des faits remarquables de cette crise, et c'est ce qui fait aussi sa singularité, c'est que ça a été à la fois une crise de la production, un peu comme en 2008, c'est-à-dire par exemple l'industrie aéronautique a été mise à l'arrêt, l'industrie automobile a subi un choc énorme, mais ça a aussi été une crise de la consommation, c'est-à-dire que notamment avec les confinements, la consommation a été mise à l'arrêt et donc du coup ça a eu un effet, et ça c'est tout nouveau, sur le dynamisme de l'économie de proximité qui jusqu'à présent avait traversé la crise de 2008 ou celle de 2011 de manière assez constante, comme si finalement il n'y avait pas eu de crise. Donc il est possible que le secteur du commerce ait été quand même impacté au Luxembourg. Je dis possible car je n'ai pas les chiffres, donc là j'ai mis une hypothèse. Ensuite, deuxième secteur où les frontaliers français travaillent de manière privilégiée, ce que la nomenclature d'activité appelle activité de service administratif et de soutien. On retrouve dans cette nomenclature, dans ce secteur, l'intérim. Donc je fais l'hypothèse que beaucoup de frontaliers français sont des intérimaires et donc ont dû subir de manière très rapide et immédiate un choc très fort en perdant finalement leur job d'intérimaire qui ont été mis à l'arrêt avec la crise dès le premier trimestre 2020. Et d'ailleurs, élément d'information très intéressant que j'ai mis juste ici en complément, un chiffre clé, 3260 salariés frontaliers qui travaillent au Luxembourg entre le 31 mars 2019 et le 31 mars 2020 ont été supprimés dans les secteurs activités de services administratifs et de soutien. Je précise que c'est leur emploi qui ont été supprimés, évidemment, par les personnes. Donc, vous voyez, ce secteur a perdu énormément d'emplois quand on compare avant crise. Alors, les données au Luxembourg, visiblement, sont communiquées au mois de mars, alors qu'en France, elles partent plutôt au 31-12, mais ici, ça nous arrange plutôt.
Ça nous permet de mesurer en fait l'effet immédiat de la crise, après 15 jours entre guillemets de confinement. Alors, je n'ai pas les dates exactes au Luxembourg, mais j'imagine que c'est assez proche de ce qu'on a fait en France. Donc, en seulement 15 jours, on a eu plus de 3000 emplois salariés intérimaires supprimés dans l'intérim, donc, et qui sont venus impacter les actifs français qui résident donc côté France. On a aussi beaucoup d'actifs français qui travaillent au Luxembourg dans le secteur de la construction, secteur qui a été immédiatement impacté, mais qui s'est relevé extrêmement rapidement, en tout cas en France. On en retrouve aussi beaucoup dans l'industrie manufacturière, qui a subi un choc extrêmement violent en France. J'imagine que ça a été le cas aussi au Luxembourg. Et puis évidemment, un secteur très touché, hébergement et restauration, où là, on a quand même 5320 travailleurs frontaliers français qui travaillent dans ce secteur côté Luxembourg. Alors, c'est certes moins de 5% de l'ensemble des frontaliers, mais ça reste significatif. Donc, même si ces données sont parcellaires et incomplètes, ça semble quand même bien effectivement suggérer que cet effet de structure n'est absolument pas à négliger et constitue très probablement un des facteurs explicatifs principaux pour comprendre pourquoi finalement, en tout cas du point de vue du chômage, les territoires frontaliers ont été surimpactés, puisqu'on peut imaginer finalement ce phénomène, et Enrico l'avait évoqué en disant qu'il avait des éléments d'information sur le fait qu'effectivement beaucoup de travailleurs français qui travaillent en Suisse et travaillaient dans des secteurs plutôt surimpactés. Donc cet effet de structure constitue aujourd'hui à ce stade, de notre point de vue à l'Observatoire, un des faits structurants pour expliquer la surexposition des territoires frontaliers à la crise. Et maintenant, pour conclure, excusez-moi, je me réhydrate un peu, juste pour conclure très rapidement et donner un côté un peu plus d'actualité à ce que nous vous proposons là, sachant que, comme je vous l'ai dit en introduction, nous avons traité ici que des impacts de la crise, donc l'année 2020. Il sera tout aussi intéressant, évidemment, de traiter, d'analyser en profondeur la capacité de rebond des territoires transfrontaliers, notamment d'observer quel a été leur comportement durant l'année 2021. Pourquoi nous ne le vous proposons pas aujourd'hui? C'est parce que tout simplement, les données nécessaires pour conduire ce type d'analyse ne sont pas encore sorties. Pour les données d'emploi, nous en disposerons fin juin. Donc, il est tout à fait envisageable d'organiser l'année prochaine un deuxième webinaire pour évoquer et traiter de la question de la capacité de rebond des territoires frontaliers lors de l'année 2021. Mais avant de pouvoir vous proposer cela, il me semblait intéressant aussi de mettre en lumière en fait le degré d'exposition des territoires frontaliers spécifiquement au regard de la crise géopolitique actuelle et notamment au regard de la hausse des coûts de l'énergie. Donc pour ce faire, on est bien ici sur un travail non pas d'anticipation, mais on essaye de mettre en lumière les territoires qui a priori s'exposent au plus grand risque de ce point de vue, c'est-à-dire au regard de la hausse du coût de l'énergie. Donc ce que nous avons produit porte à la fois sur le degré d'exposition possible des tissus économiques locaux face au renchérissement du coût de l'énergie. Pour ce faire, nous avons retenu dans l'ensemble des secteurs d'activité français ceux qui sont considérés comme étant les plus énergivores. On y retrouve le BTP, la fabrication de ciment, l'industrie automobile, etc. Et ça nous a permis ensuite de calculer ce que pèsent les emplois de salariés privés de ces secteurs énergivores dans l'ensemble de l'emploi salarié privé des territoires. Et nous avons isolé ici en mettant un peu en exergue les territoires frontaliers, comme tout à l'heure. Et donc, plus on est sur du rouge foncé, plus le degré d'exposition des territoires apparaît élevé. Plus on est en jaune clair, plus il apparaît faible. Donc, on a là encore une situation très hétérogène parmi les territoires frontaliers. Néanmoins, on peut quand même observer qu'un certain nombre d'entre eux, notamment dans la partie Grand Est, mais aussi quelques-uns aussi dans la partie du Grand Arc genevois, on a une surexposition possible des tissus économiques locaux à la hausse du coût de l'énergie, puisqu'on voit qu'une part importante de leurs emplois sont concentrés dans des secteurs d'activité très énergivores. Donc là, il ne s'agit pas de projeter des tendances, mais d'attirer l'attention sur le fait qu'il y a un risque potentiel de voir certaines des entreprises de ce territoire lourdement impactées par cette hausse des coûts qui pourrait générer du coup des difficultés économiques et in fine des difficultés sociales. Ensuite, une autre façon d'appréhender ce degré d'exposition possible des territoires frontaliers à la crise actuelle, c'est de proposer des cartes sur
le degré d'exposition des ménages à la précarité énergétique. Donc, vous avez ici la part des ménages qui sont exposés à la précarité énergétique liée au carburant et au logement dans l'ensemble des ménages. Ces données sont fabriquées par l'Observatoire national de la précarité énergétique. Et donc, du coup, nous avons là encore mis en lumière les territoires transfrontaliers. Et on peut voir que là, on a beaucoup, particulièrement, notamment dans les Ardennes, dans l'Aisne, des territoires qui sont marqués par une très importante proportion de ménages exposés à la précarité énergétique, donc à la fois liés à la mobilité, à la fois liés au logement. Donc, des risques planent sur un certain nombre de ces territoires qui déjà ont été lourdement impactés par la crise de 2020 et qui appellent donc à une vigilance particulièrement aiguë, notamment ici du point de vue des ménages, qui, confrontés à cette inflation, peuvent se retrouver dans des situations de précarité et de grande pauvreté extrêmement intenses. Et si on dissocie en fait cette carte, vous avez à gauche la part des ménages exposés au seul risque de précarité énergétique lié au carburant, donc à la mobilité. Et là, on retrouve encore très fortement les Ardennes, les territoires frontaliers de l'Aisne. On en retrouve beaucoup moins dans le Genevois français, dans le Grand Genevois. Plus modérément aussi le long de la frontière avec l'Allemagne dans la partie sud de l'Alsace. Et en revanche, ici, la carte est assez différente. C'est donc la part des ménages en précarité énergétique liée au logement. Alors, on voit que pour les territoires des Ardennes et de l'Aisne, c'est un peu la double peine. Ils cumulent à la fois une forte exposition aux deux risques. En revanche, cette exposition apparaît plus modérée dans les territoires du Genevois. Elle apparaît relativement élevée dans les territoires frontaliers, notamment franc-comtois, et plutôt modérée, là encore, dans les territoires alsaciens. Donc, on voit bien que quand même, globalement, les territoires frontaliers concentrent une proportion importante et élevée de ménages exposés à ce risque de précarité énergétique, qui renvoie à un questionnement fondamental et qu'on évoquera dans la partie débat, à quelle est la durabilité finalement de ce modèle, qui est très largement assis sur la mobilité et notamment le taux de motorisation des ménages. La plupart des actifs transfrontaliers se déplacent en voiture. Donc évidemment, ce modèle qui a pu constituer une source de diversification fonctionnelle très importante pour des territoires plutôt frappés, et là je pense notamment aux territoires qui sont situés sur le sillon lorrain, dans le prolongement du Luxembourg. Ils ont pu profiter donc en fait de cette redynamisation portée par le dynamisme du Luxembourg qui a finalement proposé des emplois aux actifs français, ce qui a pu être tout à fait porteur sur un plan social à court terme, avec, on y reviendra aussi, une tendance à la dualisation sociale, c'est-à-dire les transfrontaliers qui bénéficient de revenus très importants, mais d'autres qui, ont plutôt tendance à voir passer les trains, c'est-à-dire ne profitent pas de cette ouverture vers le Luxembourg, sont des anciens ouvriers victimes de la désindustrialisation. Donc, à la fois, il y a eu du positif et du négatif, des inégalités qui se creusent. Mais voilà, à moyen long terme, quid de la durabilité de ce modèle et ces cartes sur l'exposition au risque de précarité énergétique nous le suggèrent parfaitement. Une autre façon complémentaire, je passerai très rapidement d'appréhender cette question, c'est ici, vous avez la part des ménages dont la source d'énergie principale du logement est le fioul ou le gaz naturel. Particulièrement le gaz, je ne vous refais pas l'histoire, qui a enregistré une hausse des prix absolument exceptionnelle. On voit que là, on a beaucoup, et là, ce n'est pas un effet d'optique lié à la mise en surgras des territoires frontaliers, on a une très grande majorité des territoires frontaliers qui sont marqués par une surreprésentation des ménages dont la source d'énergie principale du logement est le fioul ou le gaz naturel. Donc là encore, un facteur qui tend à démontrer qu'on est ici sur des territoires à risque qui sont lourdement exposés à la conjoncture actuelle et notamment à la hausse des coûts, principalement la hausse des coûts de l'énergie. Et ici, vous avez cette carte, la carte précédente décomposée. Ici, c'est la part des ménages dont la source d'énergie principale du logement est le gaz naturel. Et ici, c'est le fioul. Donc, on voit qu'on a ici, en fait, plutôt deux cartes qui se complètent et qui ne se superposent pas, mais qui traduisent encore donc cette surexposition des ménages frontaliers, finalement, en tout cas d'une partie des ménages qui vivent dans les territoires transfrontaliers, à cette hausse des coûts de l'énergie. Donc voilà, j'en ai fini avec cette présentation. Je ne sais pas si Enrico nous a rejoint. Laura, est-ce que Enrico… Oui, je suis là, vous m'entendez? Ah, parfait, Enrico. Bonjour.
Bonjour, je suis content de vous entendre. Désolé, hein. Non, pas de souci. Je vous laisse prendre le relais. Vous partagez votre document. Vous voulez que je le partage pour que vous nous passiez votre Attendez, présentation? je vais essayer de le partager. Partager présentation PDF. Tac, 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 tac. Alors, il faut juste que. Faut juste, c'est la première fois que je m'attaque à. Je peux vous le Non. partager si vous voulez. Partagez, j'ai jamais utilisé Livestorm. Ok, je m'occupe de vous partager votre document. Voilà, partagez-moi le. Je vous cède la parole. Alors attendez, allez-y. J'arrête le partage. Alors, bonjour à tous déjà. Désolé pour les problèmes techniques, mais j'ai suivi presque tout. J'ai pu me connecter vers 10h10, 10h15, donc je suis presque tout. C'était très riche, donc je suis un peu emprunté parce que je ne sais pas par où commencer. Donc voilà, donc je me présente, Enrico Bolzani, je travaille au service des affaires extérieures au canton de Genève, donc en Suisse, et je suis en charge en particulier des affaires transfrontalières. Et voilà, donc je suis les travaux des différents organismes transfrontaliers sur Genève, et puis on a aussi les affaires bilatérales avec l'ensemble des partenaires français concernés. Je commencerai par les hypothèses. Vous pouvez rester sur ce graphe-là. Je commencerai par les hypothèses. Donc, vous avez énoncé 3 hypothèses. Alors, je vais essayer d'être un peu contrarian, je vais faire un peu l'avocat du diable Vous êtes là pour ça. pour alimenter la discussion. Vous le verrez, il y a 3 hypothèses. Il y en a une sur laquelle je suis d'accord, et puis il y en a une sur laquelle je ne suis pas d'accord, et puis il y en a une sur laquelle je suis plus ou moins d'accord. Voilà. Alors, celle sur laquelle je ne suis pas d'accord, c'est la question de la variable d'ajustement. Donc, est-ce que les travailleurs frontaliers auraient été une variable d'ajustement pour les entreprises situées de l'autre côté de la frontière? Je ne le pense pas. Tout d'abord parce que c'était quelque chose qui a été débattu ici sur Genève déjà au niveau politique. On avait des séances du comité régional franco-genevois qui étaient prévues en présentiel en été, en juin 2010, c'était quand? C'était 2020. Donc, en pleine crise de Covid, elles ont été remplacées par des visios. Et puis, la crainte, c'était est-ce que les entreprises licencient d'abord les travailleurs frontaliers ou pas? Et puis, la réponse intuitive qui avait été donnée à l'époque, qui était basée un peu sur l'intuition et puis un peu sur des contacts avec les entreprises, c'était non. C'était non parce que les entreprises, elles ont un business plan et puis elles réfléchissent en termes de business plan, elles ne réfléchissent pas en termes de, quelque part, de lieu d'habitation de leurs propres employés. Et donc ça, ce n'est pas un élément déterminant sur la décision de l'entreprise de garder l'employé ou pas, mais les éléments, ce n'est donc pas le lieu d'habitation, mais c'est plutôt la question quelque part de la coût-bénéfice par rapport au business plan de l'entreprise. Et puis, ça a été confirmé par les chiffres. Vous voyez ce graphe, mais le graphe d'après, il est encore plus parlant. Ce graphe, c'est l'évolution du nombre de frontaliers depuis 2003. Vous voyez qu'il y a une évolution qui est constante. Il y a un premier fléchissement en 2007-2008 lors de la crise financière. Et puis, un deuxième fléchissement, vous voyez, en T4 2019, donc là, il y a voilà, T4 2019, c'est un petit pic. Et puis après, avec le T1, donc le premier trimestre 2020, l'arrivée de la crise, il y a un très léger fléchissement du nombre de frontaliers étrangers actifs à Genève. J'ai pris seulement ceux qui sont résidents dans l'Ain et la Haute-Savoie, c'est environ 95-96% des frontaliers à Genève. On a un fléchissement de l'ordre de 0,5%. Et puis, vous voyez qu'à partir de 2021, plus ou moins, ça repart très fortement à la hausse. Si vous changez de graphe, on voit même, là, vous avez la courbe des frontaliers qui est toujours celle en rouge. Pardon, excusez-moi. Là, la courbe des frontaliers qui, cette fois-ci, elle devient en bleu. Ce sont les frontaliers étrangers actifs à Genève. Donc, c'est exactement la même courbe d'avant. Et puis, en rouge, c'est l'emploi à Genève. Vous voyez que depuis 20 ans, le nombre de frontaliers étrangers actifs à Genève
On a une base son en T4 2016, mais il a grosso modo été multiplié par presque 3, alors que le nombre d'emplois à Genève, il est passé de une échelle à 80, une échelle 105, donc une augmentation de 20 à 30%, alors que le nombre de frontaliers a explosé sur Genève. Et vous voyez aussi que vous retrouvez quelque part ces stabilisations au moment de la crise Covid, avec un très léger fléchissement à 0,5%. Et vous, par contre, vous voyez aussi la courbe rouge, c'est l'emploi à Genève qui a diminué au moment de la crise Covid pour reprendre et se retrouver au niveau d'avant-crise. Donc, pour conclure sur cette hypothèse, je ne crois pas que les frontaliers soient une variable d'ajustement par rapport à disons, des entreprises, en tout cas des entreprises genevoises. Vous le voyez par les chiffres. L'hypothèse de dire que les entreprises elles réfléchissent plutôt sur la base de leur business plan et de l'efficacité, et plutôt que sur le lieu d'habitation, me semble prouvé. Puis d'ailleurs, sur les cartes que j'ai vues tout à l'heure, on parle plutôt d'emploi sur sol français. On ne parle pas d'emploi des frontaliers, on parle d'emploi sur les territoires français. Alors là, on voit effectivement un fléchissement de l'emploi du côté genevois, mais c'est un emploi sur sol français, ce n'est pas forcément l'emploi des frontaliers. Et ce qui m'a interpellé dans la plupart de vos cartes, les cartes des EPCI, c'était qu'il y avait un EPCI, une communauté de communes qui était très rouge, où il y a eu un fléchissement très fort des frontaliers. Si on enlève cette communauté de communes, on était sur du jaune plus ou moins comparable aux autres régions de la frontière suisse. Et donc, j'ai été voir tout à l'heure quelle était cette communauté de communes, et c'est la communauté de communes du Haut-Chablais. Et puis, la communauté de communes du Haut-Chablais, qui n'est pas très loin de Genève, c'est dans les montagnes derrière Évian et derrière Thonon, c'est celle qui accueille un des plus grands domaines skiables d'Europe, donc les Ports du Soleil. Et puis, vous vous souvenez qu'en 2020, on avait fermé et on n'avait pas réouvert les domaines skiables en France, on les avait réouverts en Suisse. Les Ports du Soleil, c'était très intéressant, c'est un domaine skiable transfrontalier. Donc, du coup, il était coupé en deux. Les skieurs pouvaient profiter que de la moitié du domaine skiable l'année passée, l'hiver passé, et pas du domaine skiable suisse, c'est pas du domaine skiable français. Et je pense que le tourisme du côté suisse a repris très fortement. Le tourisme, qui doit être un secteur très important dans cette communauté de communes, il est resté complètement à l'arrêt pendant 2020. Donc, quand on réfléchit à l'échelle d'une communauté de communes, je pense que ça fait une certaine différence, d'où ce point très rouge. Et j'en viens à l'hypothèse 3 des secteurs d'activité. Alors là, je suis parfaitement d'accord avec vous. Vous pouvez mettre le graphique, le prochain, en partageant l'écran. Je pense qu'effectivement, il y a des secteurs d'activité qui ont été très fortement impactés, et il y a des secteurs d'activité qui ont été moins impactés, voire pas du tout. Vous voyez ici, au niveau là, on est toujours sur le nombre, quelque part, des frontaliers étrangers actifs à Genève selon l'activité économique. Entre le premier trimestre, c'est la première colonne, la ligne surlignée en bleu, vous voyez qu'il y a une baisse de presque 1% entre le premier trimestre 2020 et le dernier trimestre 2019. Donc, le nombre de frontaliers étrangers actifs a légèrement baissé au moment où la crise a éclaté, mais très légèrement, au front d'une baisse de l'emploi à Genève qui était de 4%. On a une moins 1% du nombre de frontaliers étrangers actifs. Et puis, si je prends par contre le dernier trimestre 2021 face au dernier trimestre 2019, donc sur 2 ans, le nombre de frontaliers étrangers actifs, c'est là, il a augmenté c'est difficile à voir pour le moment, il a augmenté de 6,88%. Donc, une augmentation du nombre de frontaliers global à Genève en 2 ans, entre fin 2019 et fin 2021, de 7%. Et cette augmentation, elle est très disparate, elle est très différenciée selon les secteurs d'activité. Vous avez des secteurs comme l'hébergement et la restauration qui ont subi un net fléchissement de l'ordre de 8 à 9%. Et vous avez des secteurs comme la construction, comme la santé humaine, l'action sociale. Nous avons aussi beaucoup de personnels soignants à Genève, frontaliers, eux, qui ont enregistré une très forte augmentation du nombre de frontaliers. Donc, les frontaliers à Genève, c'est essentiellement, il y en a beaucoup dans le secteur de la santé, il y en a beaucoup dans le secteur des commerces
et dans le secteur de la restauration, etc. Et puis, il y en a aussi beaucoup dans le secteur financier. Et là, vous avez un comportement qui est très différent selon les secteurs. Je vous rappelle aussi que Genève, contrairement à d'autres lieux en Suisse, mais aussi en France, Genève pour le tourisme est un secteur qui est sinistré depuis 2 ans parce que le tourisme genevois, c'est essentiellement du tourisme de business, des conventions liées aux multinationales, liées aux organisations internationales, liées au secteur financier et bancaire. Et c'est aussi un tourisme étranger en provenance de pays plutôt lointains. Et puis, c'est le tourisme qui a été le plus affecté. Tandis qu'il y a des stations touristiques à la montagne, mais je pense aussi en France, au bord de la mer, elles ont explosé au niveau du tourisme déjà en été 2020 et puis surtout en 2021 parce qu'il y a une tourisme de proximité qui s'est développée. Et puis, c'est là où les touristes suisses ou les touristes européens se sont quelque part ont laissé tomber des voyages lointains pour se retourner vers un tourisme de proximité. Donc, ce qui n'est pas malheureusement pas le cas à Genève. Et donc, on a un secteur touristique qui emploie beaucoup de frontaliers qui est sinistré, qui a subi une grosse crise. Sur la deuxième hypothèse, est-ce que la recrudescence du chômage a provoqué une panne accentuée de la consommation, un ralentissement des emplois et de la proximité? Oui et non. Oui, je pense, parce qu'il y a eu la fermeture des commerces. Et donc, forcément, à nouveau, on est sur un secteur de commerce à Genève, un secteur, mais aussi de commerce en France, etc., de la restauration, etc., qui a été fermé pendant pas mal de temps. Et puis, je pense non, parce que je pense qu'il y a et là, on le verra peut-être l'année prochaine quand on aura les chiffres, il y a un rebond, une capacité de rebond qui est très forte dans la région ici. Très forte aussi parce que et je vous prie de mettre le graphe, le dernier graphe, le tout dernier graphe. Voilà, une capacité de rebond parce que à Genève, contrairement aux frontières France-Allemagne, France-Luxembourg et France-Belgique, on est sur 2 monnaies différentes. Et donc, à Genève, le franc suisse s'est apprécié depuis pratiquement de 64% vis-à-vis de l'euro depuis octobre 2007. Donc, je vous rappelle pour l'historique, au moment de l'introduction du franc suisse euro, on était à 1,5 franc suisse contre 1 euro environ. Sur les 5-6 premières années de vie de l'euro, l'euro s'est apprécié avec des taux d'intérêt très élevés du côté, une bonne taux de croissance aussi du côté des pays de la zone euro. Et puis, on est passé à presque 1,7. Et puis, depuis, avec l'éclatement de la crise financière, ensuite la crise de la dette, etc., on a le franc suisse s'est révélé une valeur refuge. Il s'est très fortement apprécié. Puis après, la BNS a mis un taux plancher à 1,20, puis il l'a abandonné. On est redescendu, puis il y a eu encore une détente sur le franc suisse. Mais voilà, vous voyez qu'il y a une très forte appréciation du franc suisse, avec une appréciation encore chaque fois qu'il y a une crise, le franc suisse s'apprécie. Plus 7% depuis la crise Covid. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que ce plus 7%, c'est mécaniquement, ça augmente les salaires des frontaliers et donc le pouvoir d'achat des frontaliers qui reviennent en France avec un salaire qui est mécaniquement augmenté depuis la crise de 7%. Et donc, ces frontaliers ont un énorme pouvoir d'achat par le fait qu'ils ont des salaires qui sont plus élevés en Suisse et un pouvoir d'achat qui est encore dopé, si vous voulez, de manière mécanique par la question du taux de change. Donc, voilà. Attendez, juste une seconde, je vous bloque, je dois juste prendre un appel. Juste une seconde, j'arrive tout de suite. Une seconde. Très bien, merci Enrico. Peut-être du coup, Jean, Michael, est-ce que vous voulez commencer à réagir à tous ces éléments? J'ai conscience qu'il y en a eu beaucoup. Voilà, je suis là et désolé. Voilà, je suis là, désolé, j'ai dû régler juste un petit souci. Est-ce que du coup, vous voulez présenter les… Voilà, donc c'est essentiellement, c'est tout ce que je voulais vous dire. Peut-être encore en graphe. Et je terminerai. Est-ce que vous le voyez à nouveau? Le graphe de la page 5. Alors, attendez, je vais le repartager.
un graphe qui va un peu à l'encontre, c'est un histogramme en fait, qui va un peu à l'encontre de la… Sur le taux de chômage? Voilà, c'est exactement, c'est le taux de chômage. C'est un graphe qui va un peu à l'encontre de l'intuition qui est commune, qui est générale, qui est globale, dire que le taux de chômage est beaucoup plus bas en Suisse qu'en France, ou qu'en Suisse que dans la zone euro. Là, en rouge, vous avez le taux de chômage. Alors là, j'ai pris le taux de chômage BIT. Donc, c'est un taux de chômage qui est comparable. Il est calculé par l'Office fédéral de la statistique. Il est comparable au taux de chômage de l'INSEE, au taux de chômage d'Eurostat. Donc, c'est un taux de chômage qui est comparable à l'échelle européenne. Effectivement, le taux de chômage en Suisse, au sens du BIT, il est de 4,5, 4,6, 4,7% en 2020, alors qu'en France métropolitaine, il était presque de 8%. Mais quand vous vous concentrez sur la région franco-genevoise, vous avez un taux de chômage dans le canton de Genève qui en 2020 effleurait le 10%, contre un taux de chômage dans l'Ain, dans la Haute-Savoie, qui était autour de 6 et 6,5%, ou dans le Genevois français, qui est la région de la couronne française, autour de Genève, qui était presque de 7%. Donc, vous avez un taux de chômage à Genève qui est plus élevé que le taux de chômage dans les départements voisins. Ce qui veut dire que, je reviens sur la question de la variable d'ajustement, je pense qu'il y a un marché du travail qui est assez particulier, il est assez spécifique et qui n'est pas forcément le marché du travail dans la métropole franco-genevoise n'est pas forcément un marché du travail qu'on peut comparer, qu'on peut scinder en deux quand on passe la frontière, et on peut comparer au taux de chômage global de la France métropolitaine ou de la Suisse. Très bien, merci beaucoup Enrico. Pour rebondir très rapidement sur l'histoire du Haut-Chablais tout à l'heure, le Haut-Chablais ne fait pas partie de notre échantillon parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un territoire hyper touristique qui dépend finalement très peu par rapport à notre approche par les revenus des dynamiques transfrontalières. Et effectivement, c'est un territoire qui a été surimpacté comme tous nos territoires touristiques alpins. On le voyait d'ailleurs sur certaines cartes, on avait notamment le sud des Alpes en rouge vif à chaque fois, que ce soit pour la hausse du chômage ou la baisse de l'emploi, des territoires qui ont été très lourdement affectés par la fermeture des stations et qui ont été confrontés à des chocs d'une violence absolument inouïe, avec parfois des baisses de l'emploi salarié privé qui s'est élevé à 40%. Donc, juste pour préciser sur le Haut-Chablais, et par rapport à cette histoire de chômage qu'on a encore sous les yeux, ça me rappelle en fait un phénomène qu'on voit beaucoup en France, où en fait, en France, le taux de chômage, il est souvent très élevé dans les zones très dynamiques. C'est-à-dire des zones qui enregistrent à la fois une forte progression de la population active, donc le stock d'actifs à intégrer sur le marché du travail est plus important, donc ça rend les choses plus délicates. Et en plus, c'est souvent des zones, je ne parle même pas des zones transfrontalières ou frontalières, ça va être par exemple certaines métropoles, pas toutes, je dis bien certaines, certaines agglomérations assez dynamiques, qui vont attirer beaucoup d'actifs non résidents. Donc du coup, ça crée de la concurrence, entre guillemets, sur le marché du travail, qui va faire que notamment les actifs locaux, qui peuvent subir d'une certaine manière une forme de concurrence d'actifs qui vivent ailleurs, vont faire qu'ils alimentent en fait un taux de chômage assez important. Et c'est pour ça que moi, ce que je recommande notamment aux élus locaux et aux agents de collectivité, c'est de ne plus utiliser finalement le taux de chômage comme un indice de difficulté. Parce que le paradoxe apparent, c'est que parfois, c'est effectivement un indicateur négatif lorsqu'il est très élevé, mais il peut être en général plutôt la traduction d'une dynamique plutôt favorable, ce qui est assez paradoxal, mais en tout cas, on l'observe dans beaucoup de territoires. Du coup, est-ce que Michael… Ah, Aurélien nous a rejoint aussi. Bienvenue Aurélien. Michael, Aurélien, je ne sais pas si vous avez pu suivre un petit peu tout ce qu'on a raconté. Est-ce que vous voulez avoir quelques premières réactions avant qu'on passe la parole à nos participants, s'ils le souhaitent? Je veux bien réagir, Olivier, si vous m'entendez bien. On vous entend parfaitement. Allez-y. Oui, merci encore désolé aussi pour mon retard qui est dû à des problèmes indépendants de ma volonté, mais j'ai pu suivre la quasi-totalité de votre présentation, bien ainsi que ce qu'a dit Enrico. Moi, je vais pas ajouter énormément de choses. Je trouvais que c'était hyper intéressant de vous entendre. Je voulais juste faire deux, trois compléments. Alors, j'ai un point, je dirais, de nuance. Alors après, il ne faut pas rentrer trop dans la sémantique, mais par rapport à ce que disait Enrico, en fait, moi, je trouvais que ce que tu as montré démontre aussi l'effet variable d'ajustement des frontaliers, justement. C'est-à-dire que, non pas que ce soit volontaire de la part des entreprises, mais en fait, Olivier, tu as montré à quel point
on était les travailleurs frontaliers étaient surexposés dans les territoires qui sont eux-mêmes très dépendants de la dynamique transfrontalière. Elle était 15, 16, 17%. Là où on a beaucoup un poids de frontalier ou un poids de revenus frontaliers très important, ça montre, je trouve, qu'il y a quand même une corrélation. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation avec plus on est concerné, plus on est fragile. Et Enrico a aussi prouvé que quand ça repart à la hausse, quand il y a une reprise, une redynamique, une relance, d'un seul coup, les frontaliers sont aussi les premiers concernés finalement. C'est ceux qu'on va chercher d'abord. Alors que le taux moi, je viens de découvrir que le taux de chômage à Genève était 10% par exemple. Et ce qui est presque étonnant, c'est de se dire, d'un seul coup, les entreprises vont quand même plus chercher les gens qui sont de l'autre côté de la frontière. Et je trouve que ça montre cet effet variable d'ajustement dans l'effet positif et négatif. C'est-à-dire que quand ça fait mal, ça fait plus mal. Et quand ça fait du bien, ça fait plus de bien. Et je trouve que ça montre un peu cet effet-là et qui prouve quand même qu'il y a, dans cette précarité frontalière, je dirais qu'on est plus fragile et j'ai l'impression qu'on est aussi peut-être plus captif. C'est-à-dire qu'on est, on est plus employable par rapport à ce qui va se passer, par rapport à la dynamique qu'il y a de l'autre côté de la frontière. Et j'ai trouvé ça assez marquant, en fait, dans vos deux présentations, et je voulais le souligner. Et puis, le deuxième point qui m'a un peu marqué quand tu évoquais, Olivier, la précarité énergétique, l'effet lié au coût de l'énergie. Donc, déjà, je trouve qu'il y a l'effet central nucléaire, quand même, parce que dans ce que tu as montré sur les coûts de l'énergie, on retrouve Cattenom en Moselle, on retrouve Fessenheim, j'ai l'impression, en Alsace, et on retrouve Chaux dans les Ardennes, si je ne me suis pas trompé, en regardant les cartes rapidement. Donc, je pense qu'il y a aussi il y a un lien avec les tissus économiques locaux, mais je trouve aussi que ça peut démontrer le risque de creusement du gap entre les frontaliers dans un territoire et les non-frontaliers. C'est-à-dire que, ça je sais pour avoir beaucoup travaillé avec Michael, la GAP l'a beaucoup montré, mais c'est cet effet-là de ségrégation qu'on peut trouver parce que tout le monde n'est pas frontalier dans un territoire, même là où il y a beaucoup de frontaliers, et ça peut créer cet effet quand même discriminatoire. Et je trouve que sur l'énergie, sur la question énergétique, tes cartes l'ont très bien montré, à la fois sur l'effet carburant et l'effet logement, parce qu'il y en a qui peuvent se payer plus de carburant. Pour beaucoup de gens qui travaillent au Luxembourg, par exemple, dès que vous prenez un emploi, vous avez un véhicule de fonction. Hein. Donc, ça va avec le boulot. Ça, je ne sais plus, c'est 5 à 10% des gens, je crois, des frontaliers qui sont concernés. Donc, il y a ceux qui pourront se le payer, cet effet carburant. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas frontaliers et souvent qui vont être en plus grande précarité. Voilà, je voulais juste souligner ça parce que ça m'a marqué dans les deux présentations. Michael, peut-être, vous voulez réagir notamment sur la spécificité peut-être des territoires frontaliers avec le Luxembourg. Oui, notamment, tout à fait. J'ai essayé d'évoquer cette forme de dualisation aussi qui est en train de se fabriquer peut-être. Oui, dans un premier temps, moi je rejoins aussi ce qu'a dit Enrico sur la spécificité aussi de certains marchés du travail. Le marché du travail luxembourgeois est également un marché du travail spécifique parce que on a un État avec un tissu économique qui est rattaché à une place financière puissante. Donc, les emplois de la finance au Luxembourg vont peser plus lourd que dans d'autres territoires. Et aussi, on a des trajectoires au Luxembourg qui sont pas forcément comparables avec le versant français. Par exemple, les Luxembourgeois travaillent énormément dans la fonction publique et donc sont par nature moins exposés aux aléas. Et ça confirme l'hypothèse que vous aviez développée, c'est que, en tout cas pour le Luxembourg, les frontaliers sont surimpactés par la crise parce qu'ils travaillent dans des secteurs qui ont été impactés. Les éléments que vous avez montrés le soulignent tout à fait. Ensuite, sur cette dualité, voilà, je voudrais nuancer un petit peu ce qu'a dit Aurélien sur les questions de précarité énergétique. En fait, on a fait une étude très récente sur ce sujet. En fait, on a une précarité énergétique un peu à deux vitesses sur le Nord-Lorrain. On a une précarité énergétique qui touche les frontaliers. Ça peut paraître comme ça un peu contre-intuitif, mais en fait, on a des ménages frontaliers qui ont des dépenses d'énergie qui sont très importantes, mais qui sont plus liées à des comportements de surconsommation. C'est-à-dire que le frontalier
va habiter un logement plus grand, donc va demander plus d'énergie pour chauffer son logement, va se déplacer en SUV ou des choses comme ça. Et de l'autre côté, on a des ménages non frontaliers, dans certains cas avec des situations de réelle pauvreté et de difficulté à payer ses factures d'énergie. Et là aussi, on a des situations de grande précarité. Donc, on a comme ça des fonctionnements sur le Nord Lorrain qui se mettent en place. On a vraiment en tout cas sur le Nord Lorrain, c'est vraiment un territoire qui socialement est en train de se fracturer parce que le différentiel ne fait que se creuser entre des frontaliers et des non-frontaliers. Et on a une troisième fracture qui se met en place, c'est qu'aujourd'hui, le Nord Lorrain accueille aussi de plus en plus de résidents luxembourgeois qui sont obligés de quitter leur pays pour accéder à la propriété. Je lisais ce matin, avant le webinaire, un article de l'OCDE où le taux d'endettement des ménages luxembourgeois est de 187%, je crois, principalement à cause du coût du logement. Donc, on a des ménages comme ça qui quittent le Luxembourg pour venir, et notamment dans le Nord Lorrain, mais aussi en Belgique, en Allemagne, parce que les coûts de l'immobilier sont plus faibles et alimentent la hausse du marché de l'immobilier et qui devient impossible à accéder pour les ménages non frontaliers. Donc, on a vraiment comme ça cette fracture entre des frontaliers, des non frontaliers qui se fait et qui ne fait que se creuser en fait. On a les indicateurs socio-économiques qu'on a nous montrent que malgré les politiques publiques qu'on peut mettre en place sur ces territoires, ce fossé ne fait que se creuser. Voilà moi ce que je pouvais apporter comme complément. Et puis oui, sur le chômage, on a aussi un marché de l'emploi au Luxembourg qui est très gourmand en compétences. Les emplois qui sont créés au Luxembourg nécessitent de plus en plus de compétences, de maîtrise aussi linguistique. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a une population locale qui est de moins en moins formée pour occuper ces emplois. Et on a en fait un chômage, on va dire, entre guillemets, endogène, qui, lui, ne baisse pas. Et la problématique est la même au Luxembourg. On a aussi sorti une étude récemment sur ce sujet-là, où en fait, quand on regarde la population des demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, en fait, on a un taux de population peu ou pas diplômée qui est sensiblement le même. On doit être à 80% sur le Nord Lorrain et on est à 75% au Luxembourg. C'est une vraie problématique. On a des populations locales, même au Luxembourg, en fait, qui aujourd'hui ne peuvent plus accéder à ces emplois métropolitains. Et qui fait que aujourd'hui, le bassin de recrutement du Luxembourg, il est international. On le voit parce que le Luxembourg en tout cas l'IGSS publie des statistiques sur la nationalité des frontaliers et des travailleurs au Luxembourg, et on voit que le nombre de nationalités, sur 10 ans, il augmente. En France, on est passé de 43 à 70 nationalités. Donc on a vraiment au Luxembourg un marché du travail qui s'internationalise, et le frontalier, là aussi, nous, à la GAP, on a tendance à dire que le frontalier est une variable d'ajustement pour le marché du travail, pas forcément pour les entreprises, mais pour le marché du travail, puisque un frontalier, en fait, c'est un actif du Grand-Duché qui n'arrive pas à se loger au Luxembourg. Et ça apparaît comme ça dans les projections macroéconomiques du Statec. Ils font des projections démographiques. Et en fait, le différentiel entre les actifs résidents et l'emploi total, c'est des frontaliers. Merci. Voilà moi ce que je pouvais apporter. Jean, est-ce que vous voulez compléter Oui, juste peut-être quelques éléments. Il y a eu un sujet qu'on n'a pas forcément évoqué, c'est l'impact du télétravail. Peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard, mais je sais que pour avoir participé au conseil syndical du pôle métropolitain du Genevois français la semaine dernière, il y a eu un questionnement qui s'est posé sur justement la mobilité, sur le télétravail des frontaliers, aller éloigner le lieu d'habitation des frontaliers de la frontière, donc jusqu'à où on pourrait parler de travailleurs frontaliers, et que en fait cet éloignement pourrait effectivement avoir aussi un impact. Alors outre le coût de l'énergie, parce que il y aura qui se poserait sur la mobilité de ces frontaliers qui seraient plus éloignés de la frontière, mais également l'impact écologique, en fait, qui ne serait pas forcément réduit. Enfin, le télétravail dans ces cas-là n'améliorerait pas forcément l'impact
écologique de ces frontaliers. Et concernant l'arc jurassien, on a vu ressortir souvent cette frontière comme étant impactée par la crise. Il faut noter que sur cette frontière, l'industrie manufacturière, donc notamment les emplois liés à l'industrie horlogère, représentent 32,7% des emplois. Donc c'est également un territoire assez spécifique où, si on fait le lien avec le télétravail, où le télétravail n'était pas forcément possible pour ces emplois-là. Donc ça peut aussi être une clé de compréhension pour comprendre l'impact de la crise sur ce territoire de franc-comtois frontalier avec la Suisse. Ok, merci. Enrico, vous voulez rajouter quelque chose ou Mais moi, oui, ben, en fait, je suis parfaitement d'accord avec tout ce qui a été dit, c'est-à-dire que la question, à mon avis, prégnante maintenant, qui se pose avec beaucoup d'acuité, c'est la fragilité des territoires frontaliers français vis-à-vis des voisins, notamment Luxembourg et Suisse, qui sont des aspirateurs à frontaliers, mais qui sont très bénéfiques sur certains aspects, mais qui posent un vrai problème pour les résidents français qui ont un salaire en euros, si tout va bien. Et si ça va moins bien, ils n'ont même pas de salaire. Parce que ces personnes-là, elles sont quelque part face à une double concurrence. La concurrence sur les prix des frontaliers genevois ou luxembourgeois qui ont salaire en pouvoir d'achat et peuvent se permettre de quelque part de payer cher un certain nombre de prestations, de services et du logement. Il y a beaucoup aussi des milliers de Genevois qui habitent dans le Genevois français. Donc, je vous laisse imaginer qu'est-ce que ça veut dire sur la pression sur les prix dans l'immobilier ici. Ça oblige les Français ou les résidents français qui travaillent à côté de Genève, ça les oblige à déménager à 30-40 km plus loin. Donc, les bénéfices de toutes les infrastructures qu'on est en train de mettre en place au niveau de tram transfrontalier, au niveau de Léman Express, donc le RER transfrontalier, etc., qui sont déjà pleins, mais ils sont contrecarrés, si vous voulez, par le fait qu'il y a beaucoup d'habitants d'Annemasse, de Saint-Julien qui ne peuvent plus s'y loger, qui doivent aller habiter à Sallanches, doivent aller habiter beaucoup plus loin, et donc prendre la voiture. Et puis, au lieu de prendre la voiture entre Annemasse et Genève, prendre maintenant le tram, ce qui est très bien. Mais après, il y a plein de gens qui prennent la voiture entre Sallanches et Annemasse parce qu'ils ne peuvent plus habiter là-bas. Première concurrence, c'est une concurrence sur le prix. Et puis, la deuxième concurrence, c'est une concurrence sur le marché du travail par, et vous l'avez dit, je crois, Aurélien ou Olivier, par un certain nombre de Français qui viennent d'autres régions de France, ici, sur les territoires transfrontaliers, parce que c'est des territoires qui sont plus dynamiques d'un point de vue économique, qui sont à la recherche d'employés. Alors, pas forcément toujours dans des secteurs qui sont des secteurs à la pointe, je veux dire des secteurs à haute valeur ajoutée, c'est souvent dans les commerces, souvent ici on a des zones industrielles autour de Genève qui sont des zones industrielles d'une ville, je pense d'une ville française de 1 million d'habitants, alors que Genève fait 400-500 000 habitants et puis Annemasse, elle en fait 50 000. Et puis on a des zones industrielles qui sont énormes, avec beaucoup d'employés, très dynamiques, parce qu'il y a énormément de Genevois qui vont acheter dans tout type de commerce. Et donc, ça fait venir beaucoup de personnes du reste de la France pour alimenter et pour travailler dans ces emplois. Et donc, ça fait de la concurrence pour les résidents français ici, de l'autre côté de la frontière. Donc, ça, à mon avis, c'est pas à nous. Quelque part, nous, on est indirectement quelque part touché par ça parce qu'on est sur territoire suisse, mais c'est quelque chose qu'on voit et qui préoccupe effectivement les élus à côté de la frontière, de l'autre côté de la frontière, et les préoccupe davantage parce que, comme a dit Jean tout à l'heure, il y a la question du télétravail
Et effectivement, le télétravail qui a été révélé, en fait, on a découvert le télétravail il y a 2 ans. Maintenant, la crainte, c'est que le télétravail devienne aussi une sorte de facteur de délocalisation pour un certain nombre d'entreprises et pas forcément seulement un facteur de quelque part en plus pour l'environnement, en plus pour la démobilité, en plus pour la flexibilité, en plus pour la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale, mais devienne aussi une question un facteur de délocalisation, se dire, bon, alors à ce moment-là, je peux facilement employer quelqu'un qui ne vient pas du bassin d'ici, du bassin d'emploi ici, je peux aller le chercher plus loin et avec un salaire beaucoup plus bas que je lui offre, je peux lui payer une fois par mois en EasyJet et 2 nuits d'hôtel pour qu'il vienne ici 3 jours. Et ça, il faut effectivement, ça, il y a beaucoup de préoccupations pour les élus ici, mais aussi les élus suisses finalement, parce qu'on est dans une région qui est dynamique, où les salaires sont relativement élevés, et il ne faut pas que le télétravail devienne un facteur de délocalisation ou un facteur de dumping social et salarial. Merci Enrico. On voit bien, en fait, ça revient à la… Mais ça renvoie bien, en fait, au dernier questionnement, en fait, que je voulais qu'on aborde dans nos échanges. C'est effectivement, quelle est la durabilité, finalement, la capacité de ce modèle qui, à certains égards, notamment de manière un peu court-termiste, je parle là pour certains territoires français, a été extrêmement porteur, même si ça a pu finir, et Michael l'a très bien dit, par générer une forme de creusement des inégalités, particulièrement en Grand Est, dans les territoires situés dans le pourtour du Luxembourg. Ce modèle pose vraiment question, non pas tant du point de vue de son efficacité, mais du point de vue de sa durabilité, de sa capacité de résilience par rapport à tous les phénomènes que vous avez listés, c'est-à-dire à la fois donc, sur le plan social, jusqu'où ces inégalités vont se creuser, avec aujourd'hui même visiblement, et ça je ne le savais pas, merci Michael de l'avoir partagé, qu'aujourd'hui des Luxembourgeois n'avaient plus les moyens de se loger au Luxembourg et viennent donc se loger en Grand Est, qui vient rajouter de la pression sur l'immobilier. Et donc, ça devient, j'imagine, de plus en plus compliqué, notamment pour ceux qui ne profitent pas de la dynamique transfrontalière, de se loger ou d'acheter éventuellement un terrain. C'est évidemment les préoccupations environnementales. Donc, Enrico, vous l'avez un peu évoqué par rapport notamment au territoire frontalier français avec la Suisse. Il y a quand même une bonne utilisation visiblement d'un système de transport en commun. Vous avez parlé du RER, en quelque sorte, du Genevois. Qu'en est-il? Est-ce que Aurélien, Jean, Michael, dans les autres zones, sur les pratiques de mobilité en fait des travailleurs transfrontaliers, j'imagine que ce soit avec l'Allemagne, que ce soit avec le Luxembourg, avec la Belgique, l'essentiel des travailleurs transfrontaliers utilisent leur automobile. Il n'y a pas de système de transport en commun qui ont été élaborés, mis en œuvre, à la fois pour fluidifier la circulation, faciliter les transports et puis aussi réduire l'empreinte énergétique de ces déplacements. Est-ce que là-dessus, on sait des choses? Moi, je vais répondre sur le Luxembourg. Alors, il y a une offre de transport en commun qui existe. Il y a des lignes de bus transfrontalières, il y a des parkings relais, il y a du cadencement, il y a des trains qui font l'aller-retour Metz, enfin même depuis Nancy maintenant, qui font l'aller-retour régulièrement. Donc, l'offre de transport en commun, elle existe. Le seul petit problème, c'est que le flux de frontalier augmente tellement vite que l'infrastructure ne suit pas. Aujourd'hui, l'axe Nancy-Metz-Luxembourg, hormis les lignes ferroviaires franciliennes, c'est l'un des sillons ferroviaires les plus empruntés de France en termes de voyageurs. C'est également un sillon fret. Donc, on a un engorgement sur cet axe qui fait qu'à l'heure actuelle, on ne peut plus mettre un seul train voyageur supplémentaire sur cet axe-là parce que l'infrastructure est utilisée au maximum de ses capacités. Ils sont en train de faire au Luxembourg de rallonger des quais, etc. Il y a des projets d'extension de quais sur certaines gares pour accueillir des trains plus longs, etc. Mais l'offre de transport en commun aujourd'hui, elle est saturée. Il y a des lignes de bus transfrontalières qui existent, mais ça ne suffit pas à permettre un report modal suffisant pour désengorger l'autoroute. La 31, c'est une autoroute. Vous revenez du Luxembourg à 16h.
il y a un accident, c'est tout de suite 10-15 km de bouchon. L'infrastructure est complètement saturée parce que le flux de frontalier va trop vite pour que l'infrastructure s'adapte. Et puis, il y a aussi une politique des entreprises luxembourgeoises qui est de donner un véhicule de fonction à certains salariés et qui n'encourage pas à prendre les transports en commun. Et vous rajoutez par-dessus le Covid qui a entraîné le Covid plus les confinements, parce que les confinements et le télétravail massif ont permis de désengorger un petit peu les autoroutes vers le Luxembourg. Et du coup, comme ça roule mieux, des gens qui prenaient les transports en commun, soit par peur de l'épidémie ou soit par confort, parce que du coup, ça roule mieux, reprennent leur voiture. Et en fait, ce qui est sorti dans les articles de presse luxembourgeois qui ont été faits là-dessus ont montré qu'on était revenu à un niveau de congestion identique à 2019, voire légèrement supérieur, parce que voilà, il y a des pratiques comme ça, des habitudes qui ont été reprises. Aurélien, Jean, peut-être, non, pas de. Si, sur si, ces aspects-là. je peux compléter. Alors, ça me renvoie, enfin, la question que tu poses, Olivier, me renvoie à un autre point que je voulais aborder. Mais évidemment, il y a des, sur ces questions de mobilité, il y a des projets qui existent. Il y en a de plus en plus, en fait, quand même. Les situations de Genève et de Luxembourg sont quand même des cas très particuliers aussi. C'est comme, je sais plus, c'est Enrico qui parlait d'aspirateur, ou je ne sais plus quel est le terme, mais de capteur de frontalier en tout cas, et donc et de dynamique économique extrêmement positive, mais du coup extrêmement rapide et très, très difficile à gérer. Ce que vient d'expliquer Mickaël est typique de ça, c'est-à-dire que à peine on développe des TER 3 niveaux, c'est déjà plein. C'est-à-dire qu'on a fait un investissement pour 10 ans, et dès la première année, il est plein. C'est presque le cas du Léman Express. Le Léman Express, tout de suite, même malgré la crise, c'est quasiment 50 000 voyageurs jour, ce qui était l'objectif de départ. Ça montre aussi l'attente des frontaliers pour avoir ces systèmes de transport. Et il y a quand même, je pense, il faut le dire, beaucoup de choses qui se développent. Après, est-ce que ça se développe au bon rythme, suffisamment vite, c'est autre chose. Nous, pour info, on va d'ailleurs, j'en profite parce que tu poses la question, mais je fais un peu de pub, c'est-à-dire que nous, dans quelques semaines, on sort un cahier de la mode sur les enjeux sur les mobilités transfrontalières. On a été d'ailleurs interviewé des gens de Genève ou de la Gap sur ce qui s'est fait sur leur territoire, qui sont les modèles de mobilité. Ça, il faut dire que ça existe très, très peu, c'est-à-dire avoir un modèle prédictif à horizon 5, 10, 15, 20 ans éventuellement, pour savoir un petit peu les enjeux, les besoins et le niveau des besoins. Donc ça, c'est quand même extrêmement important. Il y a d'autres projets qui se développent. Je pense des projets en termes de covoiturage, par exemple. Il y a des choses qui se sont faites dans l'arc jurassien. Il y a des choses qui se font également sur le Pays Basque. Il y a des projets qui s'appellent comme Transfert Muga, qui permet à des habitants de faire tout le parcours de mobilité transfrontalière, c'est-à-dire de savoir comment se déplacer sur tout le système de transport en commun. Il y a au niveau européen ce qu'on appelle les missing links, qui sert aussi à reconnecter des lignes, à recréer des lignes qui ont disparu dans certains segments prioritaires. Donc, il y a quand même tout un tas de choses qui se font. Mais je dirais, pour rester aussi pour pas trop m'éloigner du sujet qui est celui du jour, je trouvais que justement, ça pose une autre question et que ça m'a marqué quand tu présentais tes slides, Olivier, c'est que tu évoquais beaucoup la question de l'impact sur les territoires transfrontaliers. Et en fait, je trouve que ce qu'on évoque, c'est l'impact sur les personnes transfrontalières. Mais les territoires, c'est encore autre chose. Et les territoires, c'est aussi une capacité d'action des acteurs publics, notamment locaux, d'agir pour suivre ces mouvements. Et ce qu'ont évoqué Mickaël et Enrico ont montré que pour suivre de tels mouvements, parfois, il faut beaucoup d'investissement. Et je trouve, par exemple, la différence fondamentale qu'il y a entre le secteur genevois et le secteur luxembourgeois, c'est qu'il y a des systèmes qui sont faits de telle sorte dans le Grand Genève, qu'il y a une capacité aussi des acteurs publics à davantage accompagner ce mouvement d'évolution, de croissance, voire de décroissance, parfois on l'a vu, ou d'impact négatif du flux de frontalier. Donc, le Léman Express est la preuve par l'exemple de ce qu'on peut faire, et c'est des milliards d'investissements, c'est des centaines de millions, et on dépasse les milliards d'investissements, avec la différence côté autour de Luxembourg, qui est d'une capacité du Grand-Duché, lui, à suivre lui-même son développement, mais parfois une incapacité des territoires voisins à l'accompagner. Et je trouve et c'est ça que ça pose, moi je trouve comme difficulté aussi, de ce que tu as montré, c'est l'impact, ce qu'on pourrait faire presque dans un second temps, c'est l'impact sur les gens, mais l'impact sur les territoires. Et voilà. Et cette capacité qu'ils ont, eux, parce que quand ils ont des demandeurs d'emploi, on a récemment, nous, reçu dans un groupe de travail l'UNEDIC, donc qui finance
le chômage des demandeurs d'emploi, et en tout cas leur revenu. Et les frontaliers en 10 ans de temps, là, sur les 10 dernières années, ça pèse 12% de l'endettement national de l'UNEDIC. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que sur les 15 à 20 millions de personnes ou 25 millions de personnes, je ne sais pas combien il y a d'actifs en France qui travaillent ou qui sont justement demandeurs d'emploi, bah, les frontaliers, ça pèse 12% du poids de l'endettement de l'UNEDIC national en 10 ans de temps, je veux dire. Et encore, ils ne prennent pas Monaco, parce qu'ils nous ont expliqué que Monaco, c'était un cas particulier, mais il faudrait qu'ils les intègrent dedans, les chômeurs de Monaco, parce que ce n'est pas dans le calcul. Mais ça veut dire que dans 10-15 ans, ça va peser 25 à 30% de l'endettement national de l'UNEDIC. Donc tout ça, c'est des impacts majeurs. Et si on veut que les territoires soient en capacité d'accompagner, bah, ça se fait au niveau national, local, parfois européen. J'ai vu qu'il y avait des remarques de l'ARFE qui parlent des B-Solutions pour notamment aider les acteurs à résoudre certains obstacles. Alors, ça peut être des enclencheurs, mais on voit que là, ça nécessite quand même derrière un accompagnement pas violent, mais en tout cas d'ampleur, je dirais. Voilà. Oui, je pourrais juste illustrer ce que vient de dire Aurélien à l'échelle locale. Je vais prendre le cas des deux villes de Longwy et Villerue. Longwy, 15 000 habitants à peu près, Villerue, 9 000. Historiquement, c'est des communes qui ont perdu de la population depuis la crise de la sidérurgie, depuis la fin des années 70. Récemment, c'est des communes qui regagnent des habitants sous l'effet de l'attraction du Luxembourg parce qu'elles sont très près de la frontière. Donc, c'est des communes qui voient leur population augmenter. Ça génère des besoins en équipement, en services publics, notamment des crèches. Il faut des crèches avec des horaires, des plages d'ouverture étendues parce que les frontaliers rentrent relativement tard. Et en fait, quand on discute avec les élus de ces communes, et en fait, ils nous expliquent qu'ils ont toutes les peines du monde à recruter. Les deux communes de Longwy et Villerue ont actuellement une dizaine d'emplois qu'ils n'arrivent pas à pourvoir parce qu'en fait, quand ils recrutent, une fois que les gens se sont renseignés sur les prix des loyers, les prix de l'immobilier, en fait, ils ne viennent pas parce que ça devient inabordable quand vous êtes un cadre B ou cadre C de la fonction publique. C'est impossible de se loger sur ces territoires. Donc, ils n'arrivent pas à trouver et dans le même temps, ils perdent quasiment tout dans tous les secteurs. Leurs agents partent au Luxembourg. J'ai des communes qui m'ont expliqué que les assistantes maternelles s'en vont, les personnes en charge des espaces verts s'en vont. Voilà, il y a une telle pression que d'un côté, on devrait se réjouir parce que la population augmente, mais en face, vous avez des collectivités qui sont incapables de faire face aux besoins, de répondre à cette demande de services publics parce que on recrute pas, ils n'ont pas les capacités financières pour investir dans des équipements et donc on se retrouve vraiment dans une situation qui devient vraiment très 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 compliquée à gérer. Et en plus, ah oui, je termine là-dessus parce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en plus on a alors c'est contre-intuitif ce que je vais dire, mais on entend partout dans la presse que c'est génial les frontaliers parce que ça stimule l'économie résidentielle. Sauf que nous, on a regardé un petit peu ce que ça donne. Et sur les 10 dernières années, dans le Nord-Lorrain, on a quasiment 28 000 frontaliers de plus. Et dans le même temps, l'économie résidentielle a perdu 1500 emplois. Donc le lien entre la hausse des frontaliers et le développement de l'économie résidentielle, il n'est pas mathématique. Il n'est pas évident. Et donc, on a creusé. Et en fait, le seul impact véritablement positif et visible de la hausse des frontaliers, c'est sur le secteur de la construction et sur le secteur des professions immobilières. Et c'est les deux seuls secteurs qui profitent du flux frontalier. Tout le reste, même l'hôtellerie-restauration, à l'échelle du Nord-Lorrain, alors peut-être que localement, il y a des effets, mais en tout cas, à l'échelle du Nord-Lorrain, on ne voit pas ces effets-là. Il n'y a pas d'effet d'entraînement de l'économie résidentielle dans sa globalité. Vous pointez du doigt un phénomène que j'observe souvent dans les territoires que moi j'appelle donc pendulaires, qu'ils soient frontaliers ou non, c'est qu'effectivement la propension locale à consommer y est en général faible. Pour le dire plus simplement, l'évasion commerciale y est importante. Et donc effectivement, le chaînage, la dynamisation, la dynamique pendulaire ou frontalière du point de vue de la consommation et donc du développement de l'économie présentielle ou de proximité, appelons-la comme on veut, se fait en général assez mal. Et c'est un enjeu fondamental de mon point de vue
pour les politiques publiques locales que de recréer finalement du lien entre ces pendulaires, frontaliers ou pas, et le territoire du point de vue de la consommation et de la dynamisation des secteurs de l'économie de proximité pour faciliter la réinsertion de tout un tas d'actifs, parfois assez peu qualifiés, mais qui, eux, n'ont pas accès à des emplois un peu lointains de l'autre côté de la frontière ou dans la métropole voisine, et qui pourraient trouver des sources d'insertion sur le marché du travail dans ce type d'économie. Donc là, effectivement, ça renvoie à des phénomènes qu'on observe aussi dans les territoires pendulaires pris au sens le plus large. Tout à fait. L'heure tourne. Avant de conclure, je voudrais juste on a eu une remarque de Vincent Grosse sur… Alors, j'ai un peu du mal à comprendre. Je pense que Vincent nous dit que le taux de chômage étant calculé au lieu de résidence, il n'est pas significatif. Il peut très bien baisser alors que les demandeurs d'emploi augmentent. Vincent, on est parfaitement d'accord. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'encourage notamment les acteurs locaux à être très méfiants dans l'interprétation qu'ils font du taux de chômage. Et d'ailleurs, mercredi, on fait un webinaire spécifique pour essayer d'apporter des éléments d'explication sur pourquoi au niveau territorial, et même au niveau national, le taux de chômage ne reflète plus l'évolution de la demande d'emploi. C'est à la fois une affaire de définition, mais au niveau territorial aussi, comme les territoires sont devenus aujourd'hui avant tout des espaces de flux et plus uniquement des territoires de stock, et je l'expliquais tout à l'heure par rapport au fait que vous créez un emploi dans un territoire, il ne va pas nécessairement être occupé par un actif de ce territoire, mais potentiellement un actif qui vit ailleurs, et là on le voit très bien avec nos histoires de transfrontaliers. Vous pouvez très bien voir l'emploi qui augmente, le taux de chômage local qui augmente, parce qu'une large partie de vos emplois vont être occupés par des actifs non résidents. Donc, remarque effectivement tout à fait juste. Et puis, on a Marianne Bloudot qui est chargée de projet auprès de l'ARFE. L'ARFE, c'est l'Association des régions frontalières européennes, donc qui représente les intérêts des régions européennes frontalières ou transfrontalières, qui nous fait part en fait d'un projet. Dans le cadre de B-Solutions, nous avons lancé un appel à proposition qui vise à identifier 120 obstacles juridiques et administratifs limitant la coopération transfrontalière dans plusieurs secteurs sur les questions d'environnement, marché de l'emploi, services publics, donc tous ces sujets qu'on a évoqués. Marianne nous complète en disant les structures publiques localisées dans les régions transfrontalières de l'UE sont invitées à postuler afin de bénéficier du soutien technique d'un expert juridique ou d'une experte juridique et proposer des solutions pour résoudre les obstacles rencontrés dans ces régions. Et Marianne a déposé un lien pour avoir des éléments d'information complémentaires sur l'appel à projet. Et notamment, ils organisent 6 sessions d'information entre le 31 mai et le 20 juin pour ceux qui seraient intéressés. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques de nos participants, est-ce que nos intervenants, Jean, Enrico, Aurélien, Mickaël, vous voulez avoir un petit mot de clôture ou est-ce que vous avez déjà tout dit? Pas d'éléments complémentaires? Non, peut-être juste une chose. Ah, pardon, Aurélien. Vas-y, Enrico. Peut-être juste une chose par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure aussi sur les services publics, etc. On n'a pas parlé de la santé. C'est un enjeu énorme maintenant sur toute la frontière, en tout cas toute la frontière franco-suisse. Quand je parle d'aspirateur, c'est pas parce que le terme il a été parachuté une fois dans une séance en disant vous nous aspirez nos infirmières, en fait, nos personnels soignants, ce qui est vrai. Voilà, il y a des problématiques qui sont très fortes de l'autre côté de la frontière. Donc, je suis en Suisse, du côté d'Annemasse, Saint-Julien, etc., où les hôpitaux, il y a des lits qui sont vides, mais ils ne sont pas vides parce qu'il n'y a pas de patients, ils sont vides parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel soignant qui peuvent soigner ces patients, parce que le personnel soignant vient travailler à Genève. Et donc, du coup, on va chercher du personnel soignant plus loin en France, qui viennent travailler ici à côté de la frontière. Ce qui me fait dire, et ça sera ma dernière remarque, que effectivement, je parle pour Genève, mais je pense que Luxembourg, il y a plus ou moins les mêmes dynamiques. On est dans une métropole ici transfrontalière dans laquelle les frontières physiques, elles n'existent pratiquement plus parce qu'elles sont très perméables. Les gens et les habitants de notre agglomération traversent la frontière au quotidien. C'est un acte du quotidien, le fait de traverser la frontière, pas seulement pour le travail, mais pour les loisirs, pour les familles. Il y a plein de familles qui sont à cheval de la frontière, mais où le long de la frontière, il y a quand même une séparation qui est extrêmement nette et forte au niveau de prix et de salaire dans certains marchés. Je citerai juste l'exemple du logement et
de la santé qui induit une accélération qui est brutale, je dirais, de certaines dynamiques au niveau de lieux de résidence où les gens vont habiter de l'autre côté de la frontière parce que c'est moins cher, ou les gens qui viennent travailler de l'autre côté de la frontière parce que les salaires sont plus attrayants. Et c'est quelque part cette accélération brutale de certaines dynamiques engendre un très grand déséquilibre à l'intérieur de ces territoires frontaliers, soit au niveau global, franco-suisse, soit aussi à l'intérieur même des territoires frontaliers français, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Donc, une séparation des frontières physiques, mais une apparition de plus en plus forte d'une séparation nette entre les prix et les salaires dans les deux marchés, qui est encore plus fort par cette augmentation que je vous ai montré tout à l'heure, l'appréciation du franc suisse, qui déjà, on avait des prix et des salaires qui étaient plus élevés il y a 15 ans. Maintenant, avec ce 60% de taux de change, ça fait encore plus fort. Et donc, ces phénomènes s'accélèrent et ça cause, effectivement, ça cause un problème. Merci, Enrico. Oui. Olivier, est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Oui, moi je confirme aussi ce que dit Enrico sur la frontière franco-luxembourgeoise, sur le secteur de la santé, les différentiels de salaire, etc. On voit la même chose pour illustrer. L'hôpital de Mont-Saint-Martin, qui est un petit centre hospitalier qui est très près de la frontière, il lui manque à l'heure actuelle, je crois que c'est 28 équivalents temps plein d'infirmières. La dernière fois que c'est un directeur ou une directrice, je ne sais plus, s'est exprimé dans la presse, il expliquait que 75% des démissions de l'hôpital sont liées à des embauches au Luxembourg. Et les écoles d'infirmières du Nord-Mosellan, ce qu'elles indiquent, c'est que 30% d'une promotion part au Luxembourg sans avoir exercé une seule minute sur le territoire français. Donc, on a le terme d'aspirateur, pour le coup, il n'est pas excessif. Sur les soignants, on a une vraie fuite. Et on parle des infirmières, mais on a les mêmes choses du côté du médecin. Moi, je suis résident de l'agglomération de Longwy. J'ai vu des kinés, des médecins partir quasiment du jour au lendemain de l'autre côté de la frontière. Donc, et malheureusement, le problème ne va faire que s'aggraver parce que quand on regarde les documents et les prévisions luxembourgeoises, on annonce une pénurie de soignants au Luxembourg d'ici 10 ans. Donc la pression, elle ne va faire que s'accroître, en tout cas sur le secteur de la santé, elle ne va faire que s'accroître sur le Nord-Lorrain. Et ce que les soignants disent aussi, et notamment les infirmières, c'est qu'elles partent au Luxembourg. Certes, il y a le salaire, mais ce n'est même pas qu'une question de salaire. C'est aussi une question de conditions de travail. Elles expliquent qu'au Luxembourg, elles ont une charge administrative qui est plus faible, elles ont moins de patients, elles font plus de choses. Donc voilà, donc il y a vraiment, et là c'est quelque chose qui doit interpeller aussi la politique nationale en termes de santé, c'est la façon dont en tout cas sur les infirmières, ce qu'on leur demande de faire, et ça demande vraiment de réfléchir aux conditions de travail des soignants. C'est pas uniquement une question d'attractivité salariale. Donc là, on a un défi qui est immense en termes de soignants sur le Nord-Lorrain, quoi. J'imagine que ce phénomène, quand même, il est moins marqué avec l'Allemagne et la Belgique. Est-ce que là-dessus, il y a des différences notables alors, il y a une attractivité de la Belgique sur les soignants, mais qui est moins forte. Mais l'hôpital d'Arlon, donc Arlon, c'est une ville 20 000 habitants, 25 000 habitants, qui est juste à la frontière luxembourgeoise et qui fait face au même problème d'aspiration de soignants. Et d'ailleurs, au Luxembourg, en tout cas, dans les situations que je connais, les hôpitaux Robert Schumann, qui sont des hôpitaux privés, la plupart des médecins sont des ressortissants allemands. Donc, il y a aussi une attractivité qui s'exerce sur le personnel soignant allemand. Après, entre la France et l'Allemagne, je connais moins, donc je ne sais pas si cette attraction est aussi forte. Merci, Michael. Aurélien, vous vouliez dire quelque chose tout à l'heure pour conclure? Oui, je vais pas rajouter là-dessus parce que Enrico et Michael en ont déjà dit beaucoup là, sur ces sujets, mais c'est vrai qu'on pourra en parler longuement. Moi, je voulais déjà vous remercier côté OITC de vous être penché sur ce sujet parce que nous, on est quand même persuadés à la mode que c'est un sujet, Michael l'a dit, national, au minimum.
en France. C'est-à-dire qu'on a un sujet, et c'est pour ça qu'on est là, nous, la Motte, il y a un sujet très particulier aux frontières de la France sur ce qui se passe. Il y en a partout en Europe, mais spécifiquement dans notre pays. Donc, je pense que c'est bien que des structures, enfin, c'est même pas une structure, l'OITC, mais un dispositif comme le vôtre se penche sur cette question. Moi, j'espère qu'on pourra à nouveau le faire parce que ça a amené, c'était une première entre nous. On a eu pas, enfin, vous n'avez pas eu beaucoup de temps finalement pour vous y pencher. Et il y a déjà beaucoup de choses qui ressortent. Moi, je trouve que ça serait, juste pour donner des perspectives peut-être pour plus tard. Là, on s'est attardé. On vous avait proposé aussi d'avoir Michael et Enrico comme débatteurs, parce que on trouvait que justement les situations de Luxembourg et de Genève sont des cas particuliers, mais justement symptomatiques de ce qui peut se passer aux frontières de la France, avec des différentiels importants, avec des similitudes, mais aussi des différentiels importants. Donc peut-être ça pourrait être intéressant de regarder sur le plus diffus, parce que justement, les questions que tu poses, Olivier, sur l'Allemagne, la Belgique, mais on pourrait parler aussi quand même de l'Espagne, voire dans une moindre mesure des situations en Italie, parce qu'il y a moins de flux, mais il y a pour autant des interdépendances et des impacts de la crise. Et ce que tu as montré sur les enjeux touristiques, c'est majeur pour ces secteurs-là, et c'est des enjeux transfrontaliers. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant qu'on y réfléchisse à l'avenir. Il y a le sujet que j'évoquais moi, c'est le sujet territoire. Je pense qu'on pourrait vraiment travailler ensemble sur l'impact sur les territoires. Et je pense aux collectivités, aux acteurs publics qui sont censés essayer de suivre ces phénomènes, les accompagner ou parfois les corriger quand il faut le faire. Je me dis qu'il y aurait peut-être besoin d'une analyse transfrontalière aussi. Nous, on essaye de collecter à la mode des données avec Jean de l'autre côté de la frontière, et je pense qu'on pourrait y travailler ensemble. Je sais que la GAP le fait aussi, mais d'autres acteurs, d'autres agences d'urbanisme ou d'autres acteurs locaux le font. Et peut-être qu'on pourrait essayer de compléter ça en voyant un petit peu comme l'a fait Enrico, en disant, vous avez vu, mais nous à Genève, n'oubliez pas qu'il y a 10% de chômeurs. Je trouve que c'est des infos qu'on n'a pas. Enfin, je veux dire, moi, je l'ai appris ce matin. Donc, pourtant, je travaille à la Motte, comme quoi on ne sait pas tout. Donc, je trouve que c'est des sujets hyper intéressants. Les impacts à moyen terme, parce que comme tu disais Olivier, pour l'instant on n'a pas tant de recul que ça, et puis les sujets comme le télétravail, moi il me semble important parce que ça aura derrière des impacts, on les a esquissés aujourd'hui. Moi je trouve que quand on voit les investissements qui sont faits, on parlait tout à l'heure du Léman Express, ils sont faits aussi pour des gens qui habitent et qui viennent habiter, et on se projette dans l'avenir, c'est-à-dire que les acteurs publics locaux, ils essayent de réfléchir sur leur territoire dans 10 ans, dans 15 ans. S'ils font des investissements, ce n'est pas que pour l'année qui vient, évidemment, parce que ça fait déjà 15 ans qu'ils y pensent. Mais si demain, les impacts du télétravail sont tels que ça peut avoir des répercussions, notamment sur l'attractivité résidentielle de ces territoires, et que derrière, on se retrouve avec non plus 5% de frontaliers qui habitent à plus de 500 km, mais 10, 15, 30% de frontaliers qui habitent, comme disait Enrico, je vous paye l'EasyJet, vous faites l'aller-retour de 2 jours par semaine et vous télétravaillez 3 jours par semaine à Bordeaux, à Londres ou à Milan, ça va changer quand même la donne, tout ça. Et c'est pas neutre, parce que quand on voit qu'il y a des territoires, tu le disais Olivier, qui dépendent à plus de 50% de tous leurs revenus, des revenus transfrontaliers, c'est gigantesque. C'est en prenant les retraites, en prenant les minima sociaux, en prenant les salaires, en prenant tout ça, c'est plus de 50% des revenus. C'est des facteurs très très déterminants pour ces territoires-là, et c'est pour ça que je dis que c'est un sujet de mon point de vue national. Voilà. Merci encore en tout cas. Merci à toi Aurélien, et avec plaisir pour continuer à approfondir ce sujet que moi, pour être honnête, j'ai un peu découvert, même si pour avoir beaucoup travaillé en Grand Est, j'ai pas mal traité ces questions, mais de manière assez impressionniste, pas en creusant. Et après, oui, effectivement, moi ce que je regrette, et heureusement qu'Enrico était là, c'est que l'approche que j'ai proposée, elle est borgne. On a regardé qu'un seul côté de la frontière, une belle bande. Et effectivement, si on pouvait, parce qu'on voit que le degré d'interdépendance entre ces territoires-là, il est devenu colossal. Vous l'avez évoqué, c'est sur tous les sujets, l'immobilier, la santé. On a des Luxembourgeois qui viennent vivre en France, aussi des Français qui vont vivre de l'autre côté. Enfin, donc effectivement, si on arrive à construire une sorte de base de données, et on peut très bien se servir de l'outil de l'OITC si vous le souhaitez pour essayer de mutualiser ça et avoir vraiment un dispositif de suivi des dynamiques territoriales des deux côtés de la frontière, moi je suis à votre disposition pour qu'on en discute et qu'on trouve des solutions ad hoc pour avancer dans ce sens-là. Donc oui, on a encore pas mal de boulot. Voilà, bon écoutez, il est presque midi. Merci particulièrement à Enrico, Jean, d'avoir parfaitement suppléé au début Aurélien. Merci à toi Aurélien en plus de m'avoir mis en relation avec Michael et Enrico. Merci à vous Michael. Et merci aux participants. Je précise juste que vous recevrez un mail
pour éventuellement accéder, si vous le souhaitez, au replay du webinaire. On vous communiquera évidemment mon support. Si Enrico est d'accord, on communiquera le sien. Enrico, ça ne vous pose pas de problème? Pas de problème. On vous communiquera les supports. Et puis, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre plateforme cartographique. Hein, ça ne coûte rien, c'est gratuit. On ne fait pas de pub, donc vous serez tranquille. Et puis, on a pas mal de webinaires là, avant l'été. On en a un mercredi donc sur les problématiques de chômage. On va avoir un rendez-vous de l'Observatoire. C'est un peu la grand-messe. On fera un peu un bilan, notamment des effets de la relance dans les territoires et puis l'exposition des territoires à la crise géopolitique actuelle. Et on en aura aussi sur les effets de la crise sur la consommation et le commerce dans les territoires. Voilà. Merci à tous pour votre participation et j'espère à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, Au à revoir. À bientôt. Au revoir.